Mesdames et messieurs, bonjour. Juste pour préciser, donc d'abord bienvenue à Étienne Chouard, qui va présenter cette conférence et les ateliers qui vont suivre. Et ensuite, on aura charge de continuer d'autres ateliers à partir de la semaine prochaine, dans les mois qui viennent. Cette conférence donc, est dans le cadre des Journées nationales de la transition citoyenne. C'est un mouvement qui est né en début d'année. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée nationale. Et il y a 218 villes qui le font en ce moment même. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Anna Saillant, ce qui n'a aucune importance. Et j'ai l'honneur de tourner la clé de contact. Et ensuite, Étienne conduira. Nous avons convenu entre nous que, parce qu'il y a quelques années qu'on se connaît, moi je travaille modestement pour la démocratie depuis juin 2002, qui est l'année de ma retraite. Ça date. Et donc nous avons convenu que de temps en temps, si j'ai envie d'ajouter mon grain de sel, je donnerai un coup de coude. Et donc vous profiterez en plus de mes quelques rares idées originales. Voilà. Alors en introduction, je tenais à dire qu'il y a l'inviteur et l'invité. L'inviteur, c'est donc la transition citoyenne. Moi, j'aime, mais donc ça n'engage que moi, appeler ça la voie de la création. C'est-à-dire que pour créer un monde meilleur, il y a deux voies. Il y a la voie des institutions et la voie matérielle. Donc la transition citoyenne s'oriente de préférence vers la voie de la création. Étienne, en apparence, est engagé dans la voie intellectuelle de réflexion sur les institutions. Donc on pourrait se dire que ce n'est pas la même chose. Mais en fait, ça se rejoint sur un point précis, c'est que les deux ambitions sont de faire en sorte que l'être humain passe de couché à debout, passe d'infantilisé à adulte, passe de soumis à responsable, passe de non-citoyen à citoyen. C'est pas par hasard que la transition citoyenne s'appelle citoyenne. D'accord? Et ben voilà, j'ai fini ma part. Comme diraient les colibris. Bonjour à tous. C'est assez émouvant d'avoir tant de monde. Il y a un mouvement qui grandit et ça se voit dans nos réunions. Avant de parler de démocratie, je voudrais dire un mot d'Anna. Anna est avec nous sur le blog du Plan C. Le Plan C, c'est un site qui a comme projet que des citoyens écrivent eux-mêmes leur constitution. C'est comme constitution citoyenne, c'est comme constitution citoyenne. Et sur le Plan C, qui a presque 10 ans, Anna est devenue un acteur très important. Ce que Anna a écrit sur le blog est remarquable et littéralement passionnant. Je vous recommande ce qu'elle écrit sur le forum et sur le blog, c'est vraiment très très utile. Elle trouve des mots et des associations qui sont... Donc je ne suis pas inquiet. Là, quand elle va intervenir en donnant des coups de coude, ce sera toujours constructif et utile. Alors moi j'ai un peu l'impression de radoter parce que je me déplace beaucoup pour essayer d'animer, de susciter, de rendre possible et grand un mouvement par lequel nous deviendrions citoyens, des citoyens dignes de ce nom, en écrivant nous-mêmes ce que nous n'avons jamais fait, en écrivant nous-mêmes les règles de désignation des acteurs politiques et les règles de leur contrôle. C'est-à-dire en écrivant nous-mêmes ce qu'on appelle la Constitution et que nous ignorons la plupart du temps. Nous savons en gros ce que c'est qu'une Constitution, mais en fait, on ne sait pas. On n'en sait que ce qu'on apprend à l'école dite républicaine. Je suis prof, moi, donc je suis co-responsable de ça.
J'ai moi-même enseigné toute ma vie que élection égale démocratie, démocratie élection. Je me trompais. Il y en a encore plein qui continuent à le faire en se trompant. C'est pas avec une intention maligne, c'est parce que nous n'avons jamais appris que... On n'a jamais appris à l'école que l'élection, c'était l'interdiction de la démocratie. C'était l'impossibilité de la démocratie. On n'a jamais appris que l'élection est aristocratique, puisqu'elle consiste à choisir le meilleur, et que le meilleur, c'est la négation de l'égalité politique. Et donc les profs, n'ayant appris, quand ils étaient jeunes, qu'une erreur, je ne veux pas dire un mensonge, hein, n'ayant appris qu'une erreur, ils reproduisent cette erreur à leur tour et on n'arrive pas à progresser. Donc ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de découvrir par éducation populaire, donc entre nous, sans attendre quoi que ce soit des élites, des médias, des pouvoirs en place, on est en train de se réapproprier le mot démocratie en le remettant à l'endroit, en le redéfinissant, en lui donnant son vrai sens et en cherchant ses conditions de faisabilité. Alors comme je radote, parce que je dis un peu toujours la même chose quand même, hein, je fais attention à d'abord à pas suivre toujours le même plan, à même pas vraiment avoir de plan à chaque fois. Je me fie, je prends toujours quelques notes pour être sûr de ne pas oublier les points qui me semblent importants en ce moment, mais ça va être décousu, c'est fait pour, m'en veuillez pas. Si c'était pas décousu, si je choisissais un plan logique, je dirais vraiment tout le temps la même chose dans le même ordre, ce serait pénible. Et de toute façon, comme là on se donne un peu de temps, on va avoir le temps non seulement de lister les points les plus importants, mais surtout on va prendre le temps après de mettre en pratique l'idée que je vous aurais décrite. Puisque je prétends que nous sommes capables d'écrire nous-mêmes notre constitution, je demande à chaque fois aux organisateurs un peu de temps ensuite pour le démontrer ensemble. C'est-à-dire que tout ça n'a de sens que si on le fait vraiment et si on s'entraîne en faisant des ateliers constituants. C'est-à-dire pratiquement, on prend du papier, des crayons et on se met ensemble, on fait des groupes et on réfléchit sur le contrat social du monde qu'on voudrait. On réfléchit sur la façon dont nous voudrions désigner nos acteurs et les contrôler, la façon dont nous voudrions garder le contrôle du politique. Et ça marche à tous les coups, c'est incroyable, à tous les coups. C'est juste passionnant. C'est-à-dire que les gens comprennent à toute vitesse que en prenant nos problèmes politiques et nos problèmes économiques, en prenant nos problèmes sous cet angle-là, toutes les impasses s'ouvrent et en fait ce qui était des utopies deviennent des projets politiques. C'est tout à fait stimulant. Alors, en guise d'introduction, il faut dire quelque chose d'important pour comprendre l'enjeu, que j'ai oublié de dire l'autre jour quand j'ai eu Athalie en face. Je vais un peu régler mes comptes de temps en temps, vous allez voir. J'ai oublié de le dire, c'est bête parce que d'habitude je le dis toujours, donc c'est quand même entraîné, hein, faut y penser, c'est que... Et je vais vous parler comme à des virus, c'est-à-dire des gens sur qui je compte pour faire la même chose que moi après, quoi. Hein. Parce que si tout repose sur moi, ça ne marchera pas cette histoire. Il faut pas du tout que ça repose sur un bonhomme ou même une poignée. L'idée que je vais défendre avec ces modalités, elle n'a de sens que si c'est contagieux et si on devient très très nombreux à être capable de défendre l'idée et de réveiller les gens qui sont autour de nous. Et donc c'est dans cet état d'esprit-là que je vais vous parler en vous donnant des trucs que j'ai, enfin ceux que j'ai trouvés, quoi, hein, qui marchent bien pour réveiller les gens. Donc il y a une première chose qu'il faut dire et que j'ai oublié de dire l'autre jour, c'est qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Et ça peut être très court, hein, il ne s'agit pas du tout de partir dans un tunnel de 10 minutes, mais une constitution, on nous dit, les oligarques c'est ceux qui veulent le pouvoir aux autres. Les oligarques nous disent, et les professeurs de droit, hein, les institutions nous disent, une constitution c'est le texte supérieur qui sert à organiser les pouvoirs. C'est pas faux, mais il manque juste l'essentiel. L'idée géniale de la Constitution,
l'idée géniale de la Constitution depuis 2500 ans, c'est que quand un peuple décide de vivre ensemble, nous sommes au départ une multitude d'êtres vivants, quand on décide de vivre ensemble, on devient un peuple, on fait société, on veut vivre ensemble, et sachant que si on est nombreux, on ne peut pas tous décider des lois en même temps, on a besoin de représentants qu'on met au-dessus de nous, qu'on désigne d'une façon ou d'une autre, mais on va mettre au-dessus de nous des gens qui vont nous aider à fixer les règles du vivre ensemble. Ces gens qu'on met au-dessus de nous sont donc précieux parce que, comme on est trop nombreux, ils nous aident à décider, et les règles qu'ils vont mettre en place vont empêcher que règne la loi du plus fort. Ces gens sont à la fois très précieux et très dangereux. Les hommes au pouvoir se transforment en mal depuis qu'on a une histoire pour s'en souvenir. On voit que les gens qui ont le pouvoir se transforment et deviennent des tyrans. Ils ont une tendance à s'autonomiser, à s'affranchir de tout contrôle, et nous avons à les craindre. Et donc l'idée géniale, c'est de mettre au-dessus de ces gens-là un texte supérieur qui s'appelle la Constitution, qu'on appelle aussi le droit du droit, qui est le droit qui dit comment on va écrire le droit. Et ce texte supérieur qui est au-dessus des représentants, il faut évidemment que les représentants le craignent pour que ça fonctionne. Il faut que les représentants aient quelque chose à craindre. Il faut que les hommes au pouvoir aient quelque chose à craindre. Si les hommes au pouvoir n'ont rien à craindre, nous sommes en danger. Et c'est le cas en ce moment. Mais si les hommes au pouvoir doivent craindre la Constitution, il ne faut pas que ce soit eux qui l'écrivent. Un enfant comprend ça, mais un électeur ne le comprend pas. Et c'est parce que nous sommes littéralement infantilisés par nos représentants. Il y a quelque chose de presque fatidique dans l'élection. J'ai l'impression que l'élection... Alors, je sais bien qu'il y a des élus qui sont des gens dévoués malgré l'élection, surtout au niveau local. Donc je vais faire le bémol avant de dire ce que j'ai à dire. Parce que ça peut paraître sévère ce que je vais dire là. Donc je sais bien qu'il y a des élus vertueux, carrément. Oui. Mais l'élection, elle fabrique des monstres. Des gens, des élus. Des gens qui par le mécanisme de l'élection, ça les dépasse. Je ne dis pas que ce sont des monstres. Hein. Je ne suis pas raciste. Hein. Je ne dis pas que c'est leur nature d'être monstrueux. Je dis que l'élection, par construction, parce qu'elle met des humains au-dessus des autres en leur disant « tu es le meilleur ». Elle fabrique quelqu'un qui va se transformer, qui va croire qu'il est le meilleur et qui va se croire tout permis. Alors bon, il peut y avoir un Gandhi là-dedans qui traîne et qui résiste, hein, mais en gros, les hommes au pouvoir qui sont élus, les élus sont des gens dangereux. Même s'ils étaient gentils, bien intentionnés au départ, et même s'ils le sont toujours encore aujourd'hui, ils sont dangereux. Tu veux parler de l'orientation ? Oui. Donc, j'interromps Étienne, mais donc gardez bien en tête ce qu'il va dire, et lui aussi doit le garder, pour ajouter mon grain de sel là-dessus. Moi, j'ai lancé le syndrome... Après, j'ai vu que des journalistes m'avaient copié, donc je suis très fier. Le syndrome de Lorenzaccio. Donc, Lorenzaccio, c'est une pièce d'Alfred de Musset. Je l'ai lu quand j'avais 16 ans. Donc c'était il y a très 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 longtemps, et j'ai oublié le détail. Donc je vais un peu broder à ma façon. Donc c'est un jeune homme dans une république d'Italie, à une époque reculée. Et toute sa famille a été victime jusqu'à la mort du tyran. Donc il décide d'entrer dans l'entourage du tyran pour le trucider. Il y rentre, et une fois qu'il y est, il prend son pied. Et il y reste. C'est-à-dire que c'est ça qui arrive aux jeunes hommes passionnés, altruistes et humanistes qui s'engagent en politique à l'âge de 20 ans. Et il ne sera évidemment pas président de la République tout de suite. Et le jour où il est élu, ne serait-ce que sénateur ou député, c'est fini. Il est entré dans l'entourage du tyran, il y prend son pied et
qui ne va pas modifier l'ambiance. Lorenzatio, ok. Donc, ce qu'on devrait apprendre à l'école, si nous écrivions nous-mêmes notre constitution, et si nous mettions dans nos ateliers constituants le point de l'éducation, des programmes de l'éducation de nos enfants, probablement prévoirions-nous de la philosophie politique, du droit constitutionnel, et finalement l'apprentissage, dès que tout petit, de la méfiance, de la très nécessaire méfiance par rapport à tous les pouvoirs. Un citoyen digne de ce nom est méfiant. Alors, on peut accorder notre confiance, évidemment, mais avec ce qu'Alain, Émile Chartier, vous savez, ce philosophe formidable, propos sur les pouvoirs, vous devriez découvrir. Si vous ne connaissez pas ce bouquin-là, c'est un de mes meilleurs bouquins, il ne vous quittera pas, je pense. C'est un des monuments de la politique. Le propos sur le pouvoir d'Alain, c'est merveilleux. Et donc, Alain dit un citoyen doit se méfier, doit garder une réserve de défiance. Et nous enseignerions à nos enfants cette défiance de façon à ce que elle soit on voit le contraire aujourd'hui. On voit des gens qui sont beaucoup trop confiants. Alors, donc voilà pour la Constitution. Il est question, je suggère que nous écrivions nous-mêmes notre Constitution parce que la Constitution est le texte, l'outil politique majeur pour qu'un peuple garde le contrôle des acteurs politiques qui sont censés le servir et qui, à l'évidence, le trahissent sans arrêt. C'est important, je pense que si nos acteurs politiques nous trahissent, c'est notre faute à nous. C'est pas leur faute à eux. C'est parce que nous les laissons faire qu'ils font tout ça. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'ils trouvent une limite. Si nous étions capables de penser les limites et de les écrire nous-mêmes et de les imposer, si nous voulions mettre des limites, nous les mettrions. Et ils n'iraient pas aussi loin. Donc je veux dire, je ne me lamente pas du tout par rapport aux élus ou par rapport aux oligarques en leur demandant d'être moins mauvais ou en m'en plaignant comme si un être supérieur devait m'en débarrasser. Je m'en prends à moi-même. Et je me dis, si je veux que ça cesse, il faut que j'écrive moi-même les règles supérieures et que nous passions le mot entre nous pour nous donner cette force qui nous manque. D'écrire nous-mêmes notre puissance politique. Donc dans une journée comme celle-ci de transition citoyenne, ça colle bien, hein, c'est vrai que ça correspond exactement à ça. J'observe des tas et je rencontre toute ma vie là, depuis 10 ans, des tas de militants qui se battent chacun contre un dysfonctionnement économique, écologique, un dysfonctionnement financier, monétaire. Et on s'est spécialisé, donc les militants se spécialisent, ils observent un dysfonctionnement, ils l'analysent bien, ils comprennent où est le problème économique, le problème écologique, le problème social. Et puis, ils réfléchissent à des solutions, ils trouvent de très bonnes solutions. Chacun dans leur domaine, sur le nucléaire, etc. Et aucun ne s'occupe du mur d'impuissance contre lequel ils butent depuis qu'ils luttent. Personne, aucun de ces militants, pour l'instant, c'est ce qui me désole, j'espère que ça va changer, aucun de ces militants n'intègre la réflexion constituante qui pourtant, il me semble que c'est un passage obligé. Si vous avez des objections, s'il vous plaît, les gardez pas pour vous, vous pouvez m'interrompre. Si vous trouvez que je dis une bêtise ou que... que l'idée peut être combattue ou critiquée, ça vaut le coup. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on progresse. Hein. C'est dans la contradiction qu'on progresse. Alors, je sais bien que ça donnera une idée de désordre, une impression de désordre, mais c'est dans le désordre que les choses se créent, pas dans l'ordre. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez un problème avec les idées que j'évoque. Parce que quand je parle tout seul longuement comme ça, j'ai l'impression de dire la messe, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je cherche. Et si je me trompe, il faut me le dire. D'ailleurs, sur le blog, ça marche très bien. Hein. Je ne peux pas dire une bêtise sans aussitôt me faire montrer. Je progresse vite. Donc, si vous avez des idées au fur et à mesure,
Moi, c'est volontiers, je raffole de ce ping-pong là. Vous pouvez donner votre prénom en même temps. Bonjour, Claude. Du coup, en vous entendant, et sans avoir lu aucune des propositions de constitution, de 6e constitution, j'ai envie de vous demander, qu'en est-il de ceux qui... qu'en est-il de la 6e constitution et de ceux qui prônent et essayent de faire bouger les choses. Vous parlez de la 6e République oui, c'est ça 6e République. Ouais. Ben, je vais en dire un mot. Merci. Manifestement, la pensée émancipatrice qui consiste à écrire nous-mêmes la Constitution est une idée qui progresse et qui est en train d'entrer dans les partis politiques, pas par le haut, parce que les chefs des partis politiques détestent cette idée, évidemment, parce que ça, si nous nous mettons tous à faire de la politique, les chefs de parti vont se retrouver au chômage technique. Donc c'est normal, je ne leur en veux pas qu'ils soient contre, mais par contre, les militants politiques voient bien ce qu'ils ont à gagner à un processus constituant dans lequel les citoyens deviendraient actifs. Et les thèses de la 6e République, là, au début, étaient parties sur l'idée d'une élection d'une assemblée constituante, ce qui était mort d'avance, quoi, hein, puisque ça ne changeait rien. Il ne faut pas que l'assemblée constituante soit élue. Il ne faut pas que l'assemblée constituante soit élue, en tout cas pas parmi des candidats professionnels de la politique. Sinon, c'est même... Enfin, vous pouvez y réfléchir si vous voulez, mais sans moi, quoi. Moi, compte tenu du fait que c'est exactement, stricto sensu, notre problème vient du fait que les assemblées constituantes sont pour l'instant toujours composées de professionnels de la politique, et que je vois là le conflit d'intérêts majeur. Ces gens-là écrivent des règles pour eux-mêmes, et même s'ils sont très gentils, hein, comme ils écrivent des règles pour eux-mêmes, je ne dis pas qu'ils sont corrompus, méchants, je ne dis pas qu'ils sont d'une nature particulière à nous, ils sont comme nous. Mais dans cette situation de conflit d'intérêts, quand ils écrivent des règles pour eux-mêmes, c'est normal qu'ils n'écrivent pas de vraies constitutions, qu'ils écrivent des fausses constitutions, des constitutions dans lesquelles il n'y a pas de limite, il n'y a que des fausses limites, il n'y a que des faux contrôles. Compte tenu du fait que c'est ce conflit d'intérêts qui est la cause de notre impuissance, ça me paraît non négociable que l'Assemblée constituante ne soit pas élue parmi les professionnels de la politique. Alors, les premiers pas de cette 6e République étaient réunissons-nous pour élire une Assemblée constituante, on va refonder le pacte social. Non, on ne va pas refonder le pacte social si ce sont des professionnels de la politique qui écrivent la Constitution. Et ce qui est en train de se passer dans ce mouvement, c'est qu'il y a des militants de base qui protestent contre l'idée d'élection de l'Assemblée constituante, et le projet est en train de se transformer avec une grande ouverture sur le tirage au sort de l'Assemblée constituante, qui va faire partie, donc même les modalités de la désignation de l'Assemblée constituante vont faire partie du mouvement. Alors là, c'est vrai que ça devient intéressant, parce que là, effectivement, il peut y avoir une opportunité de changement. À mon avis, cette opportunité ne nous dispense pas du tout, nous tous, qui ne sommes pas dans ce mouvement ni dans un autre, ne nous dispense pas du tout de nous entraîner à écrire la Constitution et d'entraîner avec nous les voisins, les amis, nos parents, nos enfants, nos proches, les collègues de travail. Il faut qu'on s'entraîne à écrire nous-mêmes la Constitution, parce que quand on va avoir écrit quelques articles, on va les lire ensuite. Je vous ferai l'essai tout à l'heure. Vous allez voir, si vous prenez les articles sur le référendum d'initiative citoyenne, on va faire une liste des points qui seraient intéressants. Mais si vous avez réfléchi pendant 2, 3, 4, 5 heures au référendum d'initiative populaire, comment on le déclenche, qu'est-ce que ça déclenche, dans quel domaine, avec quel garde-fou, vous allez voir qu'après y avoir réfléchi en tant qu'auteur, vous allez voir que quand on vous propose un article sur le référendum d'initiative populaire, mais vous le lisez avec une clairvoyance, une sagacité, une efficacité, mais qui n'a juste rien à voir avec votre aptitude avant d'avoir fait un atelier constituant. C'est-à-dire qu'avoir fait des ateliers constituants, vous êtes entraîné à écrire la Constitution, ça va vous rendre un excellent lecteur, au sens critique, un lecteur sourcilleux, méfiant, capable de dire « Non, non, mais l'arnaque, là, il y a une arnaque. Le mot que vous avez utilisé, il est polysémique, il a plusieurs sens, on va en utiliser un autre. » Vous allez devenir capable d'avoir cette lecture critique parce que vous aurez fait l'effort d'écrire. Si vous voulez, il y a quelque chose d'adulte dans le fait d'écrire nous-mêmes la Constitution qu'il n'y a pas dans l'élection.
Dans l'élection, il y a des missions. Quand j'élis quelqu'un, pour tout décider à ma place, quand j'élis un maître, ce qui est notre lot actuel, quand je désigne quelqu'un, quand j'élis quelqu'un, je démissionne, je renonce à exercer moi-même la politique. Je renonce à écrire, à réfléchir et à discuter et à voter moi-même les lois. C'est infantilisant l'élection. C'est jamais nous qui avons choisi l'élection, c'est jamais le peuple qui a décidé on va faire comme ça. C'est toujours des élus qui ont décidé que le mode de désignation des représentants politiques, des acteurs, allait être l'élection. Ce sont des élus qui ont choisi l'élection. Bon, on ne peut pas leur en vouloir. C'est normal qu'ils aient choisi l'élection. Ils étaient jugés partis. C'est normal. C'est pas légitime, mais c'est normal. Bon, mais aujourd'hui qu'on a les moyens d'éducation populaire qui nous permettent rapidement d'être très nombreux à avoir compris l'escroquerie, il me semble important qu'on s'exerce à écrire nous-mêmes. Vous allez voir que ça, on sent en soi-même qu'on devient adulte, politiquement. Vous me direz, ce soir et demain, s'il vous plaît, vous me direz si ça a fonctionné, ceux qui n'ont jamais fait. Il y a une question, je crois. Oui, bonjour Marc. Vous présentiez, c'est vrai, je pense, une des caractéristiques du mouvement militant, c'est qu'il y a des secteurs, il y a des spécialisations, et chaque militant peut avoir plusieurs spécialités, d'accord, mais pour autant, ça lui demande une énergie, un temps, des moyens pour se spécialiser et identifier des problèmes et éventuellement, pourquoi pas des solutions, et même des solutions parfaitement viables et que l'on peut envisager de mettre en pratique. Maintenant, vous dites que vous vous désolez que, effectivement, le mur commun ne soit pas intégré, effectivement. Donc c'est bien le mot, c'est intégré. Ma question, j'y viens, c'est est-ce que dans l'action du militant, quel que soit son secteur, doit-il intégrer une participation en tant que militant aux ateliers constituants, ou les deux, peut-il, y a-t-il des moyens de modifier son action pour intégrer de facto dans son action, justement, les actes qui lui permettraient de faire bouger le mur. Ce mur que, pour l'instant, je ne nomme pas, c'est en quoi ça se concrétise, le mur, qu'est-ce que c'est, et dans l'action militante, quel que soit le secteur, y a-t-il un moyen d'intégrer le fait de bouger ces lignes-là, ce mur en l'occurrence? Je vous remercie. À mon avis, les deux. Le militant nucléaire qui s'aperçoit que, antinucléaire, qui s'aperçoit que, ou le militant nucléaire, d'ailleurs, ça peut être un militant qui trouve que le nucléaire est bon, le militant qui intègre l'aspect constitutionnel de la mise en pratique des solutions qu'il préconise, il peut aussi bien participer lui-même à des ateliers constituants ou en organiser. Et on est en train de mettre au point un nouveau mot. On ne dit plus atelier constituant, on devrait parler de mini-atelier constituant. Parce qu'atelier constituant, ça fait peur aux gens. Ils se disent, s'il faut organiser un énorme truc comme ça, on ne va jamais y arriver, on ne le fera pas. Et pour libérer les gens, je dis, mais un atelier constituant, ça peut être tout seul. Un peintre dans son atelier, il est tout seul, il n'est pas à plusieurs. Et pourtant, il est bien... L'atelier, ça veut dire que c'est pratique, ça veut dire qu'on s'y colle. On se colle aux problèmes pratiques de l'écriture de la Constitution. C'est ça que ça veut dire atelier. C'est plus sympa à plusieurs. Enfin, moi je préfère, mais il y en a qui préféreront peut-être être tout seul, mais ça peut très bien être à 2, à 3. Et donc des mini-ateliers, c'est super facile à organiser. À midi... Je reviens à votre question, juste dans un instant. À midi, au repas, on vient de déjeuner ensemble avec les collègues de travail ou en famille. Et une fois qu'on a fini de manger, au lieu de, pendant le café, au lieu de discuter de couillonnade, de foot, de recettes, ou je ne sais quoi, ou des sujets qui passent à la télé, qui sont tous pratiquement des non-sujets, au lieu de ça, on discute de... Et si le vote blanc est majoritaire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on annule l'élection, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec les candidats qui ont été rejetés par le vote blanc? Est-ce qu'on leur permet de revenir? Ou bien on leur interdit de revenir? Et là,
vous allez écluser le sujet, en 10 minutes, vous allez traiter le truc. Mais vous avez transformé le café, le moment du café, un moment super agréable, hein, mais vous l'avez transformé en mini atelier constituant, vous avez réglé un problème, vous pouvez l'écrire. Alors, parce que c'est quand on l'écrit que se passe la transformation à l'intérieur. Quand on écrit la règle, là on s'aperçoit que c'est pas compliqué, et qu'en fait c'est même très important qu'on le fasse nous. Mais en fait, la prise de conscience se passe au moment où on écrit. C'est une chose de l'avoir compris conceptuellement, puis c'en est une autre d'écrire vraiment. Donc le militant dont vous parliez, Marc, il pourrait bien sûr participer à des ateliers, des mini-ateliers avec ses collègues de travail, ses amis militants, mais il pourrait aussi, dans les solutions qu'il préconise, intégrer l'aspect institutionnel, ce que souvent on ne fait pas bien. Mais par exemple, quand on s'aperçoit que la Cour des comptes, qui est quand même une institution qui est pas mal, qui vérifie les comptes publics et puis qui dénonce les abus, les scandales, mais la Cour des comptes aujourd'hui n'a pas de pouvoir d'ester en justice, n'a pas de pouvoir de conduire devant les tribunaux les personnes dont elle incrimine les comportements. Mais il faudrait donner un pouvoir d'ester en justice à la Cour des comptes, par exemple. Et donc, le militant qui voit qu'une institution qu'il aime bien, qui fait plutôt bien son boulot, mais qui est totalement impuissante, ben ce militant-là, il pourrait écrire la partie de la Constitution qui lui manque pour donner la puissance à l'institution qui existe déjà, ou fabriquer l'institution qui manque s'il trouve qu'elle n'existe pas du tout. Et il ne tient qu'à nous d'écrire les institutions qui nous manquent. Et je pense que ça vaut pour tous les militants. Tous les gens qui se préoccupent de justice sociale, de justice économique, de justice d'efficience ou de survie écologique, tous, excusez-moi, ça paraît, c'est très immodeste, c'est très prétentieux, mais je dis ça très humblement en même temps. Il me semble que c'est pas moi, c'est l'idée. Il me semble que nous n'en sortirons pas, nos luttes sociales ne déboucheront pas sans cette idée. Si vous voulez, les banquiers, ils se marrent quand ils nous voient, parce qu'on est impuissants et on ne s'occupe pas de notre puissance. Je veux dire, les banquiers, c'est la sélection naturelle, quoi. Hein. Les banquiers écrivent la Constitution. Ça devrait vous dire, il y a un truc, pourquoi ils s'occupent de la Constitution? Pourquoi les banquiers veulent, financent et écrivent les institutions européennes? Parce que les institutions européennes, c'est la Constitution des banques. Ben, vous voyez bien que, enfin, si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne le verrez jamais. Hein. Normalement, vous devriez le voir là. Les institutions européennes, c'est une constitution de banquiers. C'est écrite par des banquiers, elle protège les banquiers. Mais pourquoi? Mais c'est parce que nous ne l'avons pas écrite. Et on n'a même pas de constitution en France. Hein. En France aussi, c'est la constitution des banquiers. Hein. Et pour nous, c'est une anti-constitution. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas écrite. Si nous étions les 99% qui sommes éteints politiquement, alors je parle à des militants là qui souvent ne sont pas justement, ils ne sont pas éteints. Mais constitutionnellement, même les militants sont éteints pour l'instant. Hein, ça n'a pas duré, j'espère. Hein. Bon. Mais si nous nous mettions en tête, en très nombreux, à écrire nous-mêmes la Constitution, mais rendez-vous compte que le mur d'impuissance sur lequel nous butons, là, toutes ces impossibilités aujourd'hui, elles sont programmées. Dans ce texte, alors, ce qui est compliqué quand on prend... vous prenez la Constitution de 58, mais vous pouvez prendre n'importe quelle Constitution au monde, hein, pratiquement. À part peut-être en Suisse, ouais, mais, pratiquement, prenez toutes les Constitutions, vous n'allez pas pouvoir dire c'est cet article-là qui organise l'impuissance des gens. C'est pas fait comme ça, c'est jamais écrit comme ça. Il n'y a pas un article qui dit le peuple est impuissant. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a aucun article qui institue la puissance du peuple. Donc c'est une absence en fait. Ce qui fait de nos prétendues constitutions des anti-constitutions, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas une ligne pour instituer notre puissance. Donc ce qu'il y a dans la Constitution qui nous pose problème, c'est des absences. Donc ce qu'il faut qu'on apprenne à écrire, c'est des articles qui instituent notre puissance. Plein de questions. Moi je voulais savoir si donc à l'heure numérique, il n'y avait pas un moyen... C'est quoi votre prénom? Loïc. Loïc. Voilà, ancien militant, de gauche plutôt. Et je voulais savoir si à l'ère numérique, il n'y avait pas un moyen justement de réformer les élections de manière à ce que ça puisse être démocratique. Voilà. L'élection est antidémocratique. Enfin, excusez-moi d'insister.
Alors, je vais reformuler peut-être, si vous voulez, parce que j'ai compris quand même votre question. Hein. Rendre les élections démocratiques. Une élection, ça pourrait être le vote d'une loi. C'est pas forcément la désignation d'un maître. Et à ce moment-là, une élection, l'expression d'un suffrage, là, ça pourrait être démocratique. Quand nous votons pour une loi, directement, et il y a des cantons en Suisse qui, il n'y a pas longtemps encore, votaient, ils n'avaient pas de conseil municipal, et donc ils votaient eux-mêmes leur loi, à main levée. Sur tous les sujets qu'ils considéraient comme importants et qu'ils voulaient garder, ça s'appelle la subsidiarité, tous ces sujets-là, je les garde, je suis souverain, et je ne délègue au niveau supérieur, au niveau de la fédération, que tel et tel sujet sur lesquels, bon, je ne peux pas les régler au niveau de la commune. Et donc dans ces cantons, ils votaient eux-mêmes leur loi. Et donc les élections démocratiques, je veux bien accepter cette expression-là pour le vote des lois. Nous votons nous-mêmes nos lois. Et l'ère du numérique, de mon point de vue, c'est à la fois c'est très alléchant et pour l'instant c'est un piège absolu. C'est-à-dire que s'ils mettent une machine à voter, donc électronique, un ordinateur de vote là, s'ils mettent ça dans mon village, je dis ça, il faudra du courage, hein, mais normalement je vais la casser quoi. Je vais y aller avec une hache et je vais la casser, donc je vais aller en prison. Donc on va me faire les pires ennuis. Mais les machines à voter, c'est... Alors là, c'est le bi du bout, là, c'est la fin des fins. C'est l'horreur absolue, quoi. Les machines à voter, vous savez qu'aux États-Unis, c'est une entreprise qui s'appelle Diebold, je crois, si je me souviens bien, qui est une entreprise qui refuse de donner le code, qui refuse de donner le programme, parce que soi-disant, c'est le secret industriel, mon œil, qu'il faut protéger et qui donc ne donne pas le code. Et donc en fait, celui qui maîtrise les machines maîtrise le vote et fin de la pseudo même démocratie. Donc là, c'est totalement la tyrannie qui s'installe. Et ça nous pend au nez. Hein. Il y en a déjà, je crois qu'il y a déjà 1 million de suffrages qui passent par les machines à voter. C'est littéralement scandaleux. C'est absolument inacceptable. Inacceptable. C'est un scandale absolu. On devrait les casser, ces machines. Je vais me faire... Ils vont me dire incitation à la violence. Ça fait rien. Donc, et pourtant, je garde... on a beaucoup réfléchi sur le forum au mode de scrutin. Et pour exprimer nos voix, pour exprimer nos volontés, bon, pour l'instant, vous connaissez le mode oui, non, une personne ou une autre, tout ou rien, quoi. Hein. Et quand vous votez pour un bonhomme, vous retirez votre voix à tous les autres, alors qu'il y en a quand même qui sont pas mal. Et donc, il existe un mode de scrutin particulier qui s'appelle le vote à points ou le vote de valeur, qui donne à chacun non pas une voix, mais un nombre de points. 12 points positifs et 12 points négatifs, parce que vous pouvez même dire les réponses aux questions ou les individus dont vous avez peur, en leur mettant des points négatifs. Et puis ensuite, alors ce qu'il y a, c'est que pour dépouiller, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est plus difficile de compter, donc là il faut des machines pour compter. Mais s'il faut des machines pour compter, on retombe dans l'obstacle terrible de la difficulté que nous avons à contrôler les machines. C'est-à-dire que même un informaticien n'est pas capable de dire que cette machine-là, elle n'est pas piratée, elle n'est pas contrôlée, parce qu'en fait, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est compliqué. Alors on a des pistes, hein. Il y a un long fil sur le blog à propos des machines à voter et de l'ultra-méfiance que nous devrions avoir par rapport à ces machines, tout en restant ouvert sur... Peut-être que... Parce qu'il y a des gens très malins, hein, des hackers, il y a des jeunes gens qui mettent toute leur intelligence à essayer de trouver un système qui permette à n'importe qui, même non informaticien, de vérifier ce qu'on a compté, les votes qu'on a comptés avec des machines. Et donc, je ne perds pas du tout l'espoir. On va avoir besoin de ça, de l'assistance numérique, pour compter des scrutins fins qui respectent nos volontés avec des votes à points, etc. Et puis qui vont nous permettre aussi, donc l'enjeu des votes à points, c'est un des enjeux du numérique, mais il y a aussi l'incroyable potentiel que nous donne l'ère numérique, l'hyperconnexion qui est la nôtre aujourd'hui, qui est la possibilité de nous interroger à tout moment, à tout propos. La possibilité pour nous de poser des questions aux autres,
et la possibilité pour nous de répondre à toutes les questions sur tous les sujets qui nous intéressent, de dire moi je suis sur ce sujet-là, je suis de cet avis, sur ce sujet-là, je suis de cet avis, et sujet par sujet, nous pouvons donner notre avis. On a les moyens techniques pour faire ça. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une volonté politique qui nous est hostile, mais si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, bien sûr, nous prévoirions l'organisation politique et technique pour nous consulter en permanence sur tous les sujets. On pourra discuter des débats qui vont avec et qui sont très nécessaires pour qu'on ne nous interroge pas sur des sujets sur lesquels nous ne savons rien, bien sûr, mais la possibilité technique de donner notre avis sur tous les sujets qui nous importent et d'entendre l'avis des autres sur tous ces sujets, et y compris sur des sujets qui pour l'instant ne nous importent pas, et en fait en s'apercevant qu'il y a beaucoup de gens qui s'en occupent, je m'aperçois que c'est un sujet important. Finalement, ça nous donne accès à quelque chose qui était presque mythique jusque-là, qui s'appelle la volonté générale, qui était une vue de l'esprit, parce que personne ne pouvait savoir qu'est-ce que c'était la volonté générale à l'époque de Rousseau, au XVIIIe siècle, puis même XIXe, même XXe, impossible de savoir quelle était la volonté générale. Et donc les élus se sont portés... Alors, oui, mais les sondages... Oui, mais quand Mme Parizeau prend le contrôle d'un des 2 ou 3 instituts de sondage, et que quand les instituts de sondage sont privés, autant dire que les escroqueries continuent. Mais bon, c'est vrai qu'avec les instituts de sondage, on pourrait avoir... Mais ce qu'il nous faut, c'est un outil qui soit bien plus permanent et général. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que... Pour l'instant, les sondages se font sur les échantillons représentatifs tirés au sort, c'est déjà pas mal, mais nous n'avons pas l'initiative des questions. Alors, ce qui est absolument essentiel dans un sondage, évidemment, c'est qui va décider de poser la question, qui va choisir la question. Parce que vous pensez bien que l'oligarque ne va pas vous demander qu'est-ce que vous pensez de moi. Enfin, il ne va pas vous poser la question comme ça. Il va vous poser une question qui... une question à laquelle on peut répondre que par oui, et puis une fois que vous aurez répondu, oui, il va dire, ben, vous voyez, vous m'avez soutenu, le peuple me soutient. C'est ce qui s'appelle le plébiscite. Donc il est donc très important dans la Constitution, je viendrai tout à l'heure sur les liens, il faut que je fasse attention au temps qui passe, mais quand on viendra sur les liens, quand on parlera du référendum, il faudra que vous fassiez attention quand vous ferez les ateliers constituants. Quand je sens que j'ai moins de temps, je me mets à parler plus vite. Il faudra que vous fassiez attention à bien distinguer pour les référendums, le référendum à l'initiative du prince, donc du gouvernement, du Parlement, qui est ultra dangereux, qui devrait être interdit dans la Constitution, alors que pour l'instant c'est le seul qu'on ait. Parce qu'évidemment, quand le prince peut poser les questions, il se donne le moyen d'être plébiscité, et c'est un outil de tyran. C'est pour ça qu'on dit que c'est un outil césariste, ça vient de César. Et c'est vrai que c'est dangereux. Mais mes copains de gauche qui rejettent complètement le référendum sous prétexte qu'il est césariste, font un amalgame incroyable entre le référendum à l'initiative du prince, qui c'est vrai est césariste, et le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire une autre initiative à nous, qui évidemment n'est pas césariste. Si c'est nous qui posons la question, il n'y a aucun danger de tyrannie. Hein? Donc, si vous écrivez les règles du référendum, à mon avis, puis vous pouvez en discuter, et puis vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez trouvé des contre-arguments, mais à mon avis, vous interdirez le référendum à l'initiative du prince, et vous ajouterez, vous créerez celui qui n'existe pas, le référendum d'initiative populaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, l'article 11. L'article 11 de notre Constitution et de la Constitution européenne. Ben, j'en parlerai peut-être quand on parlera du référendum tout à l'heure. Je ne vais pas ouvrir la parenthèse trop grande sur le référendum. Il se trouve que dans nos institutions, comme dans les institutions européennes, c'est-à-dire dans l'anti-constitution française et l'anti-constitution européenne, c'est l'article 11, c'est dans l'article 11 qu'est réglé le référendum. Et dans les deux cas, c'est totalement oligarchique et c'est fait pour nous enfumer. Dans les deux cas. Mais donc les mots qui sont choisis par les oligarques pour nous donner un faux référendum d'initiative populaire, dans les deux cas, sont importants et très faciles à décrypter. Il suffit de le lire pour s'apercevoir de l'escroquerie. Jacques, tu as vu une question au milieu? Oui. Le micro ne marche pas, ça y est. Comment vous appelez? Pierre, je voulais en fait faire une petite remarque au départ, puisque la constitution constituante est pour moi une douce utopie, puisque dans notre monde actuel et en Europe en particulier, on a un espace supranational qui s'appelle l'Union européenne, et on dit qu'aujourd'hui 80% des lois qui constituent l'activité de notre Parlement consistent à transmettre les directives européennes dans le droit national. Par conséquent, travailler à une nouvelle constitution par et au service du peuple, n'est-ce pas une douce utopie, puisque de toute façon,
les lois sont décidées d'en haut, le pouvoir monétaire, il est bien loin des frontières françaises, et donc j'aimerais que vous nous précisiez à quelle échelle géographique on pourrait envisager ce type de constitution. Merci. Alors, c'est l'occasion pour moi de souligner le travail de François Asselineau, c'est très proche de... Son travail est très proche du mien. Nous résistons tous les deux à l'Union européenne, que nous avons tous les deux identifié comme un piège... Alors, c'est des gros mots, mais bon, c'est comme ça, c'est un piège fasciste. Il y a beaucoup d'arguments pour justifier ce très gros mot. Fasciste, totalitaire, oui, mais on peut dire les deux. Comment résumer ça rapidement ? Le premier président de la Commission européenne s'appelle Walter Hallstein. Il a sévi pendant 9 ans, presque 10 ans. Donc de 58 à 67, quelque chose comme ça. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne. Vous savez, la Commission européenne, vous avez entendu parler de ce truc-là. Le premier président, c'est Walter Hallstein. Walter Hallstein, c'était un haut dignitaire nazi. Qu'est-ce qu'il foutait là ? Il n'avait pas été puni, et non seulement il n'a pas été puni, mais il a été recyclé, et il a été recyclé comme patron des institutions européennes. Et qu'est-ce qu'il avait comme pédigré, ce bonhomme-là ? Eh bien, ce gars-là était prof de droit, et Hitler lui avait demandé un plan pour une nouvelle Europe. C'était avant-guerre, juste avant la guerre. Il avait demandé à Walter Hallstein un plan pour une nouvelle Europe. Et Walter Hallstein, haut dignitaire nazi, avait écrit un plan pour une nouvelle Europe, qui ressemblait à s'y méprendre à ce qui est advenu après, à l'Union européenne actuelle, et qu'il a appelé Nouvelle Europe, et qu'il a présenté à Hitler pendant la guerre. Une fois que la guerre est terminée, on recycle Walter Hallstein et on le met à la négociation active du traité de Rome. Walter Hallstein, le même qui avait pondu un truc qui n'était pas vraiment démocratique pour Hitler, et ben il a pondu un projet du même tonneau, et puis il a participé, il était derrière le signataire au moment du traité de Rome. Et puis il a été le patron de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, des symptômes comme ça, il y en a plein. Je ne vais pas développer sur l'Union européenne parce qu'on pourrait passer une après-midi là-dessus. Mais en gros, donc, François Asselineau, il se bagarre sur la sortie de l'Union européenne comme toute première priorité. Bon, il a raison de faire de la sortie de l'Union européenne une toute première priorité. Et ces militants, que je connais bien, me disent... Étienne, Bouchoir, tu es bien gentil, mais ta constituante, elle n'a aucune chance d'advenir puisqu'on est dans le carcan de l'Union européenne. Alors c'est vrai que dans le carcan de l'Union européenne, on ne fera rien du tout, rien, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais ce que disent les gens, les militants de l'UPR, c'est qu'il faut appliquer l'article 50. L'article 50 du TUE, traité de l'Union européenne, qui prévoit qu'un État peut sortir de l'Union européenne. Mais, excusez-moi, je vous renvoie ça mais c'est bienveillant, hein, c'est pas du tout agressif, mais c'est tout aussi utopique de penser que nos élus, qui sont ceux qui nous ont mis dans ce piège à rats depuis 50 ans, que nos élus vont voter l'application de cet article 50. C'est exactement aussi utopique. La solution ne viendra pas de l'élection. Je suis désolé. C'est vrai que l'Union européenne est un carcan, un piège terrible, un piège antidémocratique, anti-républicain, un piège capitaliste au sens strict du terme, c'est-à-dire qui favorise la libre circulation des capitaux, qui favorise la liberté d'établissement, qui favorise une politique monétaire anti-inflation, donc chômagène. Donc c'est un truc qui est complètement antisocial, qui est fait contre nous. Les institutions européennes nous condamnent au chômage de masse, et c'est vrai qu'il faut en sortir, mais... L'article 50, pour être appliqué, nécessite d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour décider son application. Excusez-moi, mais le fait que l'UPR devienne majoritaire au Parlement me paraît tout aussi utopique que une révolte. Une révolte avec, au préalable, des mois d'ateliers constituants qui font que les révoltés, pour la première fois dans l'histoire du monde, ne sont plus des enfants. Et il y a un truc qui s'est passé... J'aime bien l'image de la chenille, vous savez, vous prenez la vie d'une chenille, vous regardez le passé de la chenille, elle avait des cellules qui, en se reproduisant, faisaient de la chenille, elles font de la chenille, et en se reproduisant, elles font des cellules de chenille, et puis quand vous regardez derrière elle, elle a fait toujours de la chenille, et si vous imaginez le futur, ça va probablement être encore de la chenille. Il y a un moment, les cellules, ça leur prend... Un peu comme un adolescent cesse d'être enfant et devient adulte, ça lui prend. Il y a un moment où les cellules de chenille se mettent à faire du papillon.
Et donc c'est pas parce qu'on a toujours été enfant et c'est pas parce qu'on a toujours été électeur, pas parce qu'on a toujours consenti à obéir, c'est pas parce qu'on a toujours démissionné au processus constituant que ça va durer. Si ça se trouve, l'humanité, elle était enfant, elle était adolescente, et puis là maintenant elle est en train de vouloir devenir libre, et les cellules, les atomes du corps social que nous sommes, se passent le mot entre eux, et puis ils décident d'écrire eux-mêmes leur constitution. Et à ce moment-là, alors c'est vrai que ça ne marchera que si on est contagieux, hein. Et si on n'est pas contagieux, François Asselineau a raison, ses militants ont raison, c'est une utopie, ça ne marchera pas. Mais si on est contagieux, on ira plus vite comme ça qu'en essayant de gagner les élections, parce qu'en essayant de gagner les élections, et François l'explique très bien lui-même, hein, François Asselineau explique très bien le lien. C'est pas une ressemblance qu'il y a entre les courbes des passages à la télé et des résultats aux élections. C'est une identité des courbes. Les courbes, c'est les mêmes. Il y a le Front National, qui a beaucoup de militants, sur lesquels il y a une différence, mais en gros, sur tous les autres partis, et tous les autres candidats, vous avez les deux courbes qui sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit pour ceux qui ont des médias, ceux qui décident de faire passer ou pas les gens, il suffit de faire monter les potards, les potentiomètres, de les faire monter à 10, 20%. Vous faites monter Mélenchon à 15, 20%. 15, on ne lui a jamais donné autant, mais vous lui faites monter les curseurs de visibilité pour qu'il obtienne ce qu'il faut pour donner l'illusion de la pluralité. De toute façon, il n'aura pas la majorité, et s'il n'a pas la majorité, c'est pas lui qui écrit les lois, et s'il n'écrit pas les lois, le système n'a rien à craindre. Par contre, le système, il monte les curseurs à 30% pour chacun des deux partis d'extrême droite qui sont l'UMP et le PS, et puis il y en a un des deux qui va être, mais de toute façon, il aura une politique d'extrême droite, c'est-à-dire d'extrême droite, dans ma tête, hein, ça veut dire au service des industriels et des banquiers, nos pires ennemis. Bon, et ben, dans ce contexte-là, gagner l'élection, alors que vous avez Dassault, Lagardère et toutes les banques, Rothschild, Lazard, ils achètent tous les journaux. Vous avez le Crédit Mutuel qui vient d'acheter le quart de la presse quotidienne régionale. Le quart de la presse quotidienne régionale. Vous prenez tous les journaux du pays, vous en prenez le quart, il y a une banque qui achète les journaux. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ils achètent les journaux, à votre avis? C'est pas pour gagner de l'argent, hein, ils en perdent. Donc c'est pour gagner les élections. Parce qu'après ça, les élus, ils doivent leur pouvoir actuel, et leur pouvoir futur quand ils ne sont pas encore élus, mais leur pouvoir actuel quand ils sont élus, et leur réélection, leur pouvoir futur, ils le doivent à ceux qui les font passer à la télé. Ils ne le doivent pas à leurs électeurs. Ils s'en foutent des électeurs. Si c'est pas un, ce sera l'autre. Vous comprenez ça? Et donc, je ne vois pas du tout comment nous gagnerions quoi que ce soit avec les élections. L'élection a été pensée pour nous museler. Je veux dire, on ne gagnera pas. Il faut qu'on trouve autre chose. Voilà ma réponse. Donc je pense que c'était à utopie et demie, quoi. Hein. C'est pas méchant ce que je vous dis, hein, parce que je vous recommande de travailler, je vous recommande d'étudier les dossiers de François Asselineau sur l'Union Européenne. C'est bouleversant, quoi. Vous allez voir, le gars, il connaît le sujet, et il passe jamais à la télé. Jamais, jamais, jamais. Et quand il passe à la télé, il se fait faire des reproches à la con sur d'autres sujets. Et finalement, tout ce qu'il a dit sur l'Union Européenne est coupé. Enfin bon, bref. Bon, on ferme la parenthèse sur l'Union Européenne. Une question. Des questions, il y en a plein. Oui. Il y a une question ici. Je vais passer le micro à un monsieur, mais les dames aussi peuvent en poser des questions. Il faut que les filles puissent poser des questions aussi. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Christophe. Christophe. Par rapport à ce qui est dit, je voudrais rebondir sur plusieurs aspects, seulement que c'est un ping-pong, que ça peut être un peu le désordre, j'en profite. Je voudrais simplement déjà dire un truc concernant les mots qu'on utilise. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il fallait absolument veiller à ce que les mots qu'on utilise soient super précis pour que, quand on énonce un concept, quand on énonce une idée, elle soit très claire et qu'elle soit très rapidement, excusez-moi du terme, je vais dire assimilable. Pourquoi? Parce qu'en fait, une des difficultés qu'on a, moi je me rends compte, c'est au-delà de perdre sa respiration quand on parle en public. D'ailleurs, je vais me lever, c'est pas pour me montrer, c'est parce que je suis grand et j'ai un œsophage qui... Alors, une des difficultés, c'est les malentendus sur le sens des mots. Pardon? Une des difficultés, c'est les malentendus sur le sens des mots. C'est les malentendus sur le sens des mots. Tout à l'heure, vous avez dit l'élection, c'est antidémocratique. Oui.
Si je peux me permettre, je vais peut-être suggérer que ce n'est pas le problème. Vous avez vous-même dit qu'on pouvait élire des techniciens. Qu'on pouvait élire des techniciens. Des gens qui sont reconnus comme étant parfaitement capables. Et donc par rapport à ça, on n'a pas tiré au sort des gens, n'importe qui, pour des actions très précises. Ce n'est pas l'élection le problème. Le problème, c'est le mandat impératif. Notre problème actuel, me semble-t-il, c'est que les mandats qui sont donnés sont des mandats représentatifs. Et que ce qui est important, c'est le mandat impératif. Je vais aller plus loin. Ce qui est important, ce ne sont pas les mots. Par exemple, je vais me faire haïr, mais ce n'est pas le mot démocratie. Rousseau, excusez-moi, je me tape son contrat social depuis plusieurs jours, là, en ce moment, explique parfaitement que la démocratie, en fait, n'est qu'un système de gouvernement parmi d'autres. Il explique bien que nous avons, en gros, 3 systèmes de gouvernement: démocratie, aristocratie, oligarchie, monarchie, avec ses dévoiements, qui sont l'ochlocratie pour la démocratie, l'oligarchie pour l'aristocratie et le despotisme pour la monarchie. En fait, si vous prenez les pendants positifs de ces 3 mots, ils sont valables par rapport à un contexte sociétal. Je ne vais pas vous faire un cours là, parce que je ne serais pas capable de redire ce que dit Rousseau exactement là-dessus, mais il explique très clairement qu'une démocratie, ce n'est pas forcément le système le meilleur, mais qu'en fait, ça dépend de plein de paramètres de la société dans laquelle on vit. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à des mots, et il me semble que le premier concept qu'on devrait mettre au-dessus de tout, c'est ce problème qui rejoint en fait le problème de la volonté générale, qui est un truc que tout le monde peut comprendre sans à se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je fais une parenthèse là un peu large. Le qu'est-ce que ça veut dire, il est difficile, hein, parce que l'histoire d'essayer de discuter à des gens au café après le repas, plutôt que de regarder la télé, faire un mini atelier constituant, ça peut être super quand tout le monde est d'accord. C'est une prise de risque énorme quand les gens ne sont pas d'accord et vous passez pour un martien. Ouais. Je suis très content de me retrouver autour de gens qui... D'ailleurs, je voudrais rendre hommage à cette jeune fille qui a un super pull rouge et qui... dont je ne me rappelle pas le prénom, mais dont je me mate régulièrement la vidéo où elle prend à partie un politique qui dit à tout le monde devant comme ça. Là. Olivia. Mais Olivia, faites-nous confiance. Alors là, elle s'est levée et elle a dit, mais non, nous on n'est pas là pour vous faire confiance. Donc voilà, ça c'est... La question, c'est pas le mot démocratie, aristocratie ou monarchie. Je pense qu'en effet, ces 3 modes de gouvernement sont tout à fait acceptables selon le concept. Ce qui est important, c'est que le mandat soit impératif, c'est-à-dire, quel que soit le niveau, il faut qu'il y ait des objectifs où les acteurs qui décident rendent compte. C'est ça qui est important. La deuxième chose qui est importante, et à mon avis, c'est il faut bien comprendre que quand on est en train de parler autour d'un café sympathique, vous sortez simplement le premier mot de démocratie, vous passez pour un révolutionnaire trotskiste, parce que moi avec ma petite barbe ça me fait bien. Il ne faut pas faire ça. Je vous dis. Ce qu'il faut, c'est dire qui est-ce qui décide. Est-ce que vous êtes rentré dans le processus décisionnaire? À quel moment vous êtes rentré dans le processus décisionnaire? Alors là, en général, on vous dit, bah oui, j'ai voté. Oui, d'accord. N'empêche que quand tu te rends compte qu'on t'a bien eu, pour pas dire autre chose, qu'est-ce que tu fais quand on t'a bien eu? Bon, bah, je vote pour quelqu'un d'autre. En fait, la question, c'est que quand on nous a bien eu, il faut absolument que, après avoir dit à quelqu'un, tu dois faire ça, il faut forcer l'autre à rendre des comptes. Je sais que ça, vous l'avez déjà tout dit. Simplement, je veux insister sur le fait que axer une réflexion sur le terme de démocratie, en fait, c'est un piège. C'est un piège gênant parce qu'en plus, j'entends des tas de gens autour de moi qui n'arrêtent pas de me dire que la démocratie, c'est de la... Je dirais pas quoi. Oui, mais il parle du régime actuel. Oui, mais justement, là où je veux en venir, je vous signale que dans 50 ans, je suis prêt à parier que le mot démocratie sera un mot péjoratif. Pourquoi? Parce qu'il sera étudié à l'aune de ceux qui l'ont mené pendant le XXe siècle, et encore actuellement. On expliquera ce que c'était que la démocratie en mettant en avant George Bush.
Pardon, excusez-moi, il ne faut pas que je cite des noms parce que je vais me faire... Il ne faut pas... voilà. Et je vous signale aussi que dans le passé, il y a 2 mots. Il y a un mot qui s'appelle... Je suis désolé. Ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Je suis désolé, mais j'ai un côté un peu chouardiste. J'essaie de faire vite et puis je n'arrête pas de... Mais rigole, ça me va. C'est pas moi qui pourrais lui jeter la pierre. Excusez-moi, je vais aller vite. Excusez-moi, ne vous méprenez pas sur ce que je vais vous dire. L'histoire nous a montré qu'on pouvait faire des mots ce qu'on voulait. Il y a 2 mots qui ont été utilisés. Il y a le mot national et il y a le mot socialisme. On les a mis côte à côte. On a dit national-socialisme. Et ces 2 mots qui, à l'origine, n'ont absolument rien de péjoratif, mis d'une certaine manière et collés à une période historique et sur lesquels on a collé des noms, des actions et des choses horribles, et bien ces mots-là, maintenant, quand on les utilise, eh ben, on est obligé de prendre toutes les pincettes du monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que la démocratie aujourd'hui, c'est très bien le jour où elle sera bien comprise, comme tous les mots, le jour où ils seront bien compris. Ce qu'il faut absolument mettre en avant, c'est le fait qu'il faut que ce soit nous qui décidions, nous sommes au-dessus de n'importe quel gouvernement. Ça, c'est la chose la plus importante. Je suis désolé, je suis obligé de garder un petit peu le micro. Parce que j'ai une autre idée à dire. Une autre idée qui est absolument importante. C'est ce problème de café à la fin. On ne peut pas parler pendant le café, parce que les gens ne vous écoutent pas. D'abord, il y a la télé qui est en face. Ouais, mais peut-être que vous êtes dans un contexte, mais je peux vous dire que c'est pas tout à fait vrai. La démocratie, c'est la parole à tout le monde. Ce qui est vrai, par La contre, démocratie, c'est la parole à tout le monde. je suis d'accord. D'accord? Donc Je il suis faut vous d'accord. empêcher S'il de vous plaît, parler, là. Pitié. Je vous promets. Je viens de vous dire que la démocratie, c'était pas ça l'important, c'était ce qui était au-dessus. Il a réfléchi quand même. Ouais. S'il vous plaît. Il y a une autre chose qui va être importante. D'accord, merci. Ils ont mis le sablier. D'accord, je vais faire vite. Ce qui est important, ce qui est très important, c'est qu'en fait, comment est-ce qu'on va faire passer le message? Comment est-ce qu'on va arriver à dire, pendant le café, des mots qui vont porter? En fait, il faut faire ce que ceux d'aujourd'hui font. Il faut préparer les esprits. Comment est-ce qu'ils préparent les esprits? Ils préparent les esprits par Hollywood. Ils préparent les esprits par les films qui nous balancent à la télé tous les jours et qui, sous prétexte de raconter des jolies histoires, en fait, n'arrêtent pas de nous bassiner et de nous imposer des idées fausses. Ce qu'il faut, c'est balancer d'une manière qui soit acceptable et qui soit, comme disait Gérald Clordon, souhaitable. Frédéric. Frédéric. Ah, pardon. Pardon, Frédéric. Hein? Qui soit souhaitable, non, je regarde le sablier, qui soit souhaitable, il faut arriver à faire passer le message. Et je ne vois aujourd'hui pas d'autre meilleure façon que de faire passer le message par une méthode qui a 2 avantages. Le premier avantage, c'est de faire des fictions. Non, c'est pas fini, pardon. Non, non, je tremble, il va trop vite. Je peux le retourner. Non, là. D'accord. Il faut créer des films qui parlent de ces idées. Qui parlent de ces idées. Alors, je vous propose d'essayer de raccourcir. Moi, ce que j'avais prévu de vous parler, bon, pour donner de la chair à ce que disait Christophe, et vous donner le temps d'en parler, parce que c'est ce moment-là qui va être le plus agréable pour vous, il faut faire des ateliers constituants derrière. Profitez du fait qu'on est nombreux, vous allez voir, si on arrive à rester dans la même salle, c'est épatant, il y a une énergie cumulée, ça fait plus de bruit, mais en même temps c'est une ruche qui est extraordinaire. Vous allez voir quand tout ce monde est en train de parler de l'institution de notre propre puissance, ce serait dommage de nous mettre dans des pièces séparées, quoi. Donc, si on veut faire ensuite des ateliers constituants, il faut qu'on choisisse des sujets. Moi, je vais vous suggérer les quelques sujets que j'ai repérés. Et vous pouvez en ajouter si j'en ai oublié, évidemment. Je ne viens pas dire la messe, hein, on construit un truc ensemble. Simplement, vous allez voir que les sujets que je vais évoquer sont des sujets importants et que si vous faites un atelier là-dessus, quel que soit le sujet, je pense que vous ne vous embêterez pas.
Ensuite, une fois qu'on aura fait le tour de ces sujets et que peut-être certains d'entre vous en auront évoqué des nouveaux que j'aurais pas évoqué moi-même, on pourrait imaginer qu'avant qu'on fasse des groupes, ceux qui ont envie de traiter d'un sujet, sur une feuille de papier, écrivent en gros, moi j'aimerais bien parler de, par exemple, le mode de scrutin du corps législatif. Comment on désigne corps législatif? Comment est-ce qu'on désigne et quel pouvoir on donne au corps législatif? Est-ce qu'on fait une chambre tirée au sort ou une chambre élue, une chambre tirée au sort? Est-ce qu'on fait 2 chambres élues aujourd'hui et puis on raisonne et on travaille sur le mode de scrutin, sur la façon dont on les élit, la durée des mandats, les mandats courts, non renouvelables, bon, corps législatif. Et puis un autre va faire un atelier sur la monnaie. Quel type de monnaie on choisit? Un autre va faire un atelier sur le revenu de base. Est-ce qu'on prévoit un revenu minimum, qu'on appelle revenu de base, ou salaire à vie, de Friot, et puis revenu maximum. Est-ce qu'on le limite en dessous et en dessus, en prévoyant un revenu maximum, un revenu limite maximum et un patrimoine maximum? Il y a un atelier là-dessus pour savoir comment on le définit. Est-ce qu'on le définit en relatif, en absolu, par rapport au seuil de pauvreté, par rapport au SMIC, enfin bon. Et chacun d'entre vous qui parmi vous avait une idée d'atelier peut afficher à bout de bras simplement, c'est comme ça marche très bien, à bout de bras le sujet qui lui convient, sur lequel il appelle les autres, et puis les autres s'agrègent en fonction des intérêts, de vos intérêts respectifs. Ceci dit, on pourrait profiter du fait qu'on a beaucoup de temps pour passer d'un atelier à l'autre et faire un truc qu'on n'a jamais fait, que je voudrais essayer. C'est, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on fait des ateliers pendant 2-3 heures. Quelquefois, c'est qu'1 heure. Alors là, c'est frustrant au possible parce qu'on commence juste à se connaître. Et en fait, il faut au moins 2-3 heures. Et au bout de 2-3 heures, c'est même frustrant de s'arrêter. Mais à la fin, on fait une mise en commun. Parce que quand vous êtes dans un atelier, le drame, le crève-cœur, c'est que vous ratez tout ce qui est dit dans les autres ateliers et c'est vachement intéressant. Et donc, on fait une mise en commun pour partager. Et souvent, on n'a pas le temps. On peut juste exprimer ce qui s'est dit, la synthèse de ce qui s'est dit dans l'atelier, mais on ne peut pas en discuter. Là, on pourrait faire, d'abord, on pourrait faire plusieurs mises en commun. Des mises en commun à mi-course, vous voyez, on discute 1h30, et puis on prend le temps de mettre en commun pendant une demi-heure, par exemple. Je ne sais pas combien de temps, comme on est beaucoup, la mise en commun, ça va être long. On essaye de faire court, je ne sais pas comment on peut faire, parce qu'on est tellement nombreux que c'est particulier. Mais en tout cas, on pourrait faire des mises en commun, et puis ensuite retourner travailler. Et retourner travailler, pas forcément dans le même atelier. Comme ça, parce que c'est très très agréable. Tous les sujets sont intéressants, vous allez voir. Mais c'est pas moi qui vais décider ça. Il faut que vous décidiez ça entre vous. Vous faites bien comme vous voulez. Vous pouvez faire des groupes de 2, de 3, de 10, de 20 si vous voulez. 20, ça va être plus compliqué. Si vous vous mettez à 20, je vous signale simplement, si vous êtes 20 qui s'aiment, ça va super bien. Hein. Vous pouvez très bien si vous voulez. Hein. Mais si vous êtes 20... vous allez avoir du mal à ce que les 20 parlent. Et chacun va beaucoup moins parler. Alors que si vous êtes 5, 6, 7, 6, 7, c'est vraiment un bon chiffre. 3, il manque un peu l'énergie avec les idées qui fusent de tous les côtés. À 2, 3, on est un peu moins créatif. Mais à 5, 6, c'est vraiment, ça marche bien. Et tout le monde parle beaucoup. Et les bavards comme moi devraient... Alors, Jacques a trouvé des sabliers, mais je crois qu'on n'en a pas assez pour tout le monde, mais vous pouvez le faire avec un téléphone, il y a des minuteurs. On peut se donner, par exemple, 2-3 minutes chacun, pour que les bavards comme moi soient obligés de se taire, et que la parole tourne, parce qu'en fait, tout le monde a des choses intéressantes à dire. Et ceux qui sont bavards, ou ceux qui sont moyennement bavards, devraient faire attention, est-ce que dans le groupe, il n'y en a pas un ou deux qui disent vraiment rien du tout? Et on ne va pas les forcer, parce qu'il ne faut pas non plus les mettre mal à l'aise, mais on va les inciter, leur donner, leur tendre la main, les aider à parler, parce que vous allez voir qu'ils sont timides, ils n'auraient jamais parlé tout seuls. Et puis quand vous les invitez à parler, c'est juste passionnant. Quoi. C'est juste, ces gars-là, ils ne parlent pas, mais ils devraient. Quoi. Alors, vous vous organiserez bien comme vous voulez. Ce que je vous propose de faire, c'est une espèce de tour d'horizon de ce qu'il y a dans une constitution, enfin ce qu'il devrait y avoir dans une constitution et qu'il n'y a pas, parce qu'on ne s'en est jamais occupé, et qui pourrait être des sujets de réflexion pour vous tout à l'heure, et puis ce soir, et puis demain si vous restez jusqu'à demain. Si vous arrivez, enfin pour ceux qui arrivent à rester cet après-midi et ce soir et demain, c'est une expérience unique, c'est la première fois qu'on fait ça avec autant de temps,
Et donc avec une possibilité d'approfondir et d'avoir vraiment des articles, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Il va y avoir plusieurs caméras qui vont filmer. Vous savez, alors je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Pour être contagieux, il faut qu'on montre aux gens que dans les ateliers c'est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose, il se passe quelque chose qui est rare, même qui n'existe pas pour l'instant, et qu'on est en train de construire, et qui est juste passionnant. Et pour le montrer aux gens, parce que ça c'est une chose de le dire, mais ça en est une autre, de montrer des images avec des vrais gens en train de discuter, avec un vrai sujet de conversation, il faut qu'on se filme nous-mêmes en train de faire ça. Et une conversation, vous savez bien, c'est pas toujours passionnant. Ça peut être en kikinant pendant la moitié du temps ou les 2/3 du temps. Et puis il y a un moment magique, peut-être un quart du temps ou un cinquième, ou même si c'est un 10e du temps, mais c'est un moment magique où putain, on a trouvé une super idée là. Putain, vraiment, ça c'est, et cette pétillance là pendant, même si c'est un 10e du temps, ça vaut tous les trésors du monde. Et si on arrive à capter ça en film, et que coup de bol, l'image n'est pas trop nulle, le son n'est pas trop nul, si on arrive à faire une vidéo avec des passages comme ça, on va être extrêmement contagieux. Et là, on a une chance, on a une vraie chance, on est, je ne sais pas combien on est 200 ou 300 là, on est vraiment nombreux, et si on arrive à... Donc ça va faire plein d'images et plein d'étincelles potentielles à filmer. Si on arrive à faire ce montage, après, il y aura des virus qui vont monter tout ça pour que ce soit un produit un peu sexy, attirant. On se donnera un moyen de conviction et de contagion important. Ceci dit, si vous voulez ne pas être filmé, ce qui peut se concevoir, il faudra peut-être le dire aux gens qui vont s'approcher de vous pour filmer. De toute façon, pour avoir du son, il va falloir qu'ils s'approchent de vous. Donc vous pouvez vous mettre un peu à l'écart le temps qu'ils filment ou quelque chose comme ça. Alors, sur la série de sujets, j'avais prévu de parler un peu de terrorisme, mais j'en parlerai pas là. Peut-être juste un mot quand même. Non, parce qu'en ce moment, on est en train de se faire enfler avec le terrorisme, quelque chose, on est en train de se faire avoir, on est en train de se faire rouler complètement. Je voudrais juste, voilà, je vais vous dire ce que je pense de ce truc-là. Je me donne 5 minutes. Même pas. La méthode de base de la mafia historique, de toutes les mafias, c'est de commencer par terroriser les victimes, les gens qui veulent dominer, on les terrorise, et la même personne qui a terrorisé se présente ensuite comme le protecteur, en échange de la docilité. Ça, c'est la mafia. Et c'est la méthode de tous les gouvernements. Aussi. Le terrorisme, c'est-à-dire inquiéter son peuple pour qu'il ait peur et qu'il s'en remette à lui, qu'il s'en remette au gouvernement, c'est une méthode mafieuse, et c'est la méthode des gouvernements. Des gouvernements infantilisants qui sont les nôtres, pas forcément de tout gouvernement. Il me semble qu'un gouvernement qui serait sous l'emprise d'une constitution d'origine citoyenne, un gouvernement qui serait sous contrôle citoyen, serait, lui, inquiété et donc ne pourrait pas nous inquiéter. Si nous sommes surveillés au dernier degré, si nous sommes inquiétés par des médias terrifiants, les médias diffusent des messages terrifiants à longueur de journée, c'est parce que nos pouvoirs ne sont pas bien surveillés. Ils nous surveillent parce que nous ne les surveillons pas. Donc si vous voulez, il y a le terrorisme sans guillemets, qui est celui des mafias et des gouvernements. Et puis il y a le terrorisme entre guillemets, qui est celui qui est inventé par les gouvernants pour nous faire taire. Et pour nous conduire à la guerre, pour nous conduire à accepter la guerre. Et quand je vois des images relayées dans tous les médias, des médias qui appartiennent comme par hasard à des marchands de canons et à des banquiers, quand je vois des médias qui relayent ad nauseam, jusqu'à vomir, des images d'un mec qui se fait couper la gorge en disant « on nous en veut, on veut nous attaquer, regardez la barbarie de ces gens-là », et quand on nous répète ça à longueur de journée en disant « et maintenant on y va à la guerre », et nous on est débordés par l'émotion de ces images atroces, et on dit « ah ben oui, ça c'est vraiment des affreux », et on dit « ok, il faut aller, il faut y aller, il faut faire quelque chose, on ne va pas rester sans rien faire, et on va faire la guerre », il ne faut pas faire la guerre. Voilà, il ne faut pas faire la guerre. Donc, je vous recommande de lire 1984 de Orwell. Et là, vous allez avoir le mode d'emploi du totalitaire.
Big Brother, le patron du totalitaire, celui qui veut prendre une emprise totale sur la société, Big Brother a besoin, a absolument besoin, pour avoir un contrôle total sur la société, il a besoin de guerre permanente et il a besoin d'une opposition contrôlée, c'est-à-dire une opposition dont il ne craint rien. Il y a beaucoup de candidats à l'opposition aujourd'hui qui sont de l'opposition, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, hein. C'est pas forcément volontaire. Peut-être que des candidats à l'élection sont vraiment de bonne foi, ils croient vraiment ce qu'ils disent, mais ils sont de l'opposition contrôlée, c'est de l'opposition qui n'a aucune chance de gagner. Et c'est de l'opposition dont le système n'a rien à craindre. Et Big Brother a besoin de ça. Big Brother, s'il n'y avait pas d'opposition, il aurait contre lui des tas d'opposants, il aurait une armée de résistants. Alors qu'avec une opposition contrôlée, on se fait museler. On y croit. On ne voit plus le danger, on se dit, il y a une chance, nous avons une chance de gagner les élections. Ça nous muselle. Et ça fait partie de l'objet totalitaire. Alors ma liste de points constituants. Et puis comme ça, je pense qu'on aura tenu dans les temps. C'est bien, puis ça va être à vous de parler, c'est vous qui allez bosser. Moi j'ai de la chance parce que je vais passer, et vous pouvez le faire aussi, hein. Moi je vais passer d'un atelier à l'autre comme un papillon, aller butiner tout ce qui est, parce que c'est absolument fabuleux, la ferveur, l'énergie, l'inventivité qu'il y a dans ces ateliers, c'est épatant. Et donc moi je butine d'un à l'autre, mais vous pouvez faire pareil si vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester. Et puis si vous êtes dans un groupe où il y a un tyran, ou un bavard comme moi, puis qui n'arrive pas à faire taire, vous pouvez changer de groupe, tranquillement, vous échappez comme une petite souris, et puis vous allez dans un autre atelier. Vous faites bien sûr comme vous voulez, vous êtes adulte, hein. Enfin moi je vous prends absolument comme des adultes, je n'imagine pas de vous imposer quoi que ce soit. On grandit ensemble, hein. Alors, Minaïdé, c'est une espèce de tas d'idées formidables qu'on peut trouver dans une constitution. Le dosage du tirage au sort. Comment on utilise le tirage au sort? Parce que vous savez que c'est un sujet, alors ça c'est pour ceux qui ont déjà réfléchi à la question. Si vous débarquez dans la question, vous allez peut-être avoir du mal. Enfin, ça vous intéressera peut-être d'aller voir un atelier dans lequel ceux qui ont déjà réfléchi à la question commencent à discuter. Mais il y a 3 usages du tirage au sort. Je commence par le plus douteux, celui qui est le plus discutable, celui qui n'est peut-être pas celui que nous choisirons si nous avons une constitution d'origine citoyenne. Comme par hasard, c'est celui qu'a choisi Attali pour rentrer dans l'art, en disant, parce qu'il savait bien que c'est celui qui est discutable et qui peut ridiculiser l'idée. C'est le tirage au sort du corps législatif. Est-ce que nous tirons au sort les gens chargés d'écrire les lois? C'est discutable parce que dans l'histoire des hommes, aucun humain, aucune société n'a fait ça. Nous n'avons pour l'instant jamais tiré au sort les gens qui votent les lois. À Athènes, ils tiraient au sort les représentants, mais ce n'est pas les représentants qui votaient les lois. Tirer au sort les représentants à Athènes, ça les rendait serviles, ça les gardait à leur place de citoyens. Tirer au sort, ça fabrique des serviteurs, alors qu'élire, ça fabrique des maîtres, mécaniquement. Et donc, à Athènes, en tirant au sort les représentants, ils se gardaient pour eux citoyens, donc les 99%, enfin les 100%, tout le monde, y compris les riches, donc tout le monde, les 100% avec ce système de tirage au sort, se gardaient le droit de voter eux-mêmes leurs lois. Donc, et après, à part ça, le tirage au sort a été utilisé pour des usages subalternes, mais jamais pour désigner un corps législatif. Et pourtant, c'est une idée qu'on a entre nous, parce qu'on se dit, la deuxième chambre, on voit bien que les élus ne nous ressemblent pas, qui sont tous friqués au possible et privilégiés, qui s'écrivent des règles pour eux-mêmes, c'est des castes, c'est même des familles qui se reproduisent de père en fils. Et voyant ça, on se dit, si on avait une deuxième chambre qui, au lieu d'être encore plus d'oligarchie, parce que le Sénat, c'est le comble du comble, le Sénat, on le remplacerait par une chambre tirée au sort, au moins on aurait elle ferait 1000 personnes, donc on la ferait plus grande pour avoir un échantillon représentatif, et en tirant au sort 1000 personnes, qui est l'échantillon représentatif pour la France à peu près, hein, un peu plus de 1000 personnes, en tirant au sort parmi nous aurions mécaniquement, réfléchissez, nous aurions mécaniquement la moitié de femmes. Il n'y a pas besoin de mettre de quota quand vous tirez au sort. Si vous tirez au sort, si vous avez l'échantillon représentatif, il n'y a pas besoin de quota. Vous allez avoir la moitié de femmes. Ah, plus 1, plus 2, on s'en fout. Vous allez avoir en gros la moitié de femmes. En tout cas, vous allez en avoir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et puis, vous allez avoir, dans la population active, il y a 90% de salariés.
vous allez avoir cette proportion-là dans l'Assemblée. Hein. Et puis vous avez, combien on est 30, 20% de chômeurs, 30% de chômeurs. Vous allez avoir 20% de chômeurs dans l'Assemblée nationale. Des chômeurs. Ah oui, il va y avoir des chômeurs. Ah ben, oui, il va y avoir des chômeurs. Et ben, du même coup, ils vont prendre des décisions, vous allez voir, c'est un peu différent de ce qu'ils font aujourd'hui par rapport à l'inflation. Parce que quand ils vont comprendre que quand on lutte contre l'inflation, on paye en chômage, et qu'il y a un choix de société à faire inflation ou chômage, et que les rentiers ont intérêt à avoir moins d'inflation, mais que les travailleurs ont intérêt à avoir moins de chômage, eh ben, si vous commencez à mettre des chômeurs dans une assemblée, vous allez voir que les choix de société vont plus se faire en faveur de la lutte contre l'inflation. Mécaniquement, il n'y a pas besoin de quota. Hein. Et puis vous allez avoir 1% de riches là-dedans, dans une assemblée tirée au sort. Je parle des ultra-riches. Hein. Si les riches ont une proportion de 1% dans la population, vous allez avoir, avec le tirage au sort, vous allez avoir une proportion de... Ça fait rien. Vous allez avoir une proportion de 1% dans l'assemblée. Et puis c'est pas tout. Il va y avoir une proportion comparable. Alors vous allez me dire, il y aura aussi une proportion d'affreux jojo qui sera comparable à ce qu'il y a dans la société. Vous dites, ouais. Mais c'est moins grave que la situation actuelle, parce que là, aujourd'hui, les affreux jojo, on dirait qu'ils sont filtrés, qu'ils sont tous à l'Assemblée. Donc il y aura des affreux, oui, mais on s'en fout. Enfin, c'est une grande assemblée dans laquelle il peut y avoir quelques affreux. Et puis on a besoin, moi j'ai besoin des affreux. Il y a des affreux qui me rentrent dans l'art, sur le blog, sur le site, sur Facebook. Il y a des affreux qui me rentrent dans l'art. C'est une hygiène, ça. On a besoin de gens qui nous rentrent dans l'art. Si vous discutez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, que des gens qui sont de bonne foi, alors c'est sûr, c'est super agréable, hein, mais c'est pas bon pour votre mental, parce que vous progressez plus. Quand vous discutez avec des gens avec qui vous êtes d'accord, vous progressez plus. Vous discutez avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous fabriquez... J'aime beaucoup le mot de Vivray, Patrick Vivray, qui est un gars formidable, et qui dit, il faut qu'on apprenne à construire nos désaccords. C'est vachement bien ça. Hein. Et à vivre avec. À vivre avec de façon bienveillante. On n'est pas d'accord, mais on va penser à la fois le collectif, l'individuel, et... Bon, bref. Donc, il va y avoir donc, un des premiers tirages au sort, pas trop long de ma parenthèse, premier tirage au sort sur le corps législatif, c'est discutable, et je sais que c'est discutable, mais le fait de distinguer 3 parties pour le tirage au sort fait que vous pouvez être d'accord avec une ou deux, et pas d'accord avec la troisième. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter en bloc ou tout rejeter en bloc, vous pouvez réfléchir, ça n'a vraiment rien à voir. Le tirage au sort de tout ou partie du corps législatif, de la chambre législative ou d'une des 2 chambres législatives, réfléchissez-y, et puis vous verrez si vous êtes d'accord ou pas, vous verrez. Est-ce que vous tirez au sort parmi des volontaires? Est-ce que vous tirez au sort parmi n'importe qui et vous leur demandez leur avis? Est-ce que vous leur demandez pas leur avis si tu es tiré au sort comme aux assises? Eh ben, si tu tires au sort, il faut que tu y ailles si tu n'as pas un cas de force majeure. Tout ça, il faut y réfléchir. Ensuite, deuxième cas, beaucoup plus consensuel, c'est pour ça que j'en ai parlé à Attali comme réponse, mais je m'en veux de ne pas avoir gardé le plus important pour la fin. Mais quand Attali me dit « Ah ben, vous avez remarqué, j'avais décidé de ne pas parler du tirage au sort. Je savais que j'avais 5 minutes. J'avais décidé de ne pas parler du tirage au sort. Il me faut au moins 10 minutes pour décrire le tirage au sort sans qu'il soit décrédibilisé. Donc j'ai 5 minutes, je ne parle pas du tirage au sort. Et puis je décide aussi de ne pas me battre contre Attali parce que j'ai pas le temps, 5 minutes, j'ai d'autres choses à dire plus importantes, je ne me bats pas avec Attali. Je fais mon petit laïus et la première chose que fait Attali, c'est me rentrer dans le lard. Et en parlant du tirage au sort. Et comme je n'avais pas parlé du tirage au sort, il me dit là vous n'en avez pas parlé, mais d'habitude vous parlez du tirage au sort. Et là, c'est l'esprit d'escalier, j'aurais dû y penser, j'aurais dû réagir, non pas en réagissant sur le fond comme s'il était de bonne foi et qu'il fallait le convaincre, qu'il n'avait pas compris, je l'avais expliqué pourquoi il n'avait pas compris. Ça c'était perdu d'avance parce que c'est un oligarque, c'est un usurier, c'est quelqu'un qui a besoin de l'élection pour avoir le pouvoir, donc c'est sûr qu'il va être contre le tirage au sort, ça sert à rien d'essayer de le convaincre. Donc j'étais pas bien briefé là-dessus. Et au lieu de lui répondre sur le fond, j'aurais simplement lui dire quoi. Je suis très heureusement surpris que vous regardiez mes vidéos. Vous savez que je parle du tirage au sort, mais c'est super. Mais manifestement, vous n'en avez pas regardé assez parce que vous n'avez pas compris le sujet. Vous dites que des bêtises là sur le président, il n'y a pas besoin de tirer au sort le corps législatif. Mais bon, il fallait même pas répondre sur le fond, je pense. Mais donc, ce que je lui ai répondu juste en un mot, c'est non pas le législatif, parce que je sais bien que ça c'est discutable. Non pas le législatif, mais les chambres de contrôle. Parce que j'observe que dans nos débats, c'est vraiment le tirage au sort qui passe le mieux. C'est-à-dire que vraiment les gens comprennent très vite que si on tire au sort des chambres de contrôle, la chambre de contrôle des médias, vous savez le CSA, s'il était tiré au sort avec des gens normaux, vous auriez un vrai contrôle des médias, un vrai contrôle digne de ce nom. La chambre de contrôle des banques, si vous mettiez une chambre de contrôle composée de n'importe qui pour contrôler les banques, mais vous auriez un vrai contrôle.
Mais oui, enfin, c'est évident, tout le monde comprend ça. Si vous aviez les chambres de contrôle du gouvernement, une chambre tirée au sort, vous auriez... Et une chambre de contrôle des juges, tirée au sort avec des citoyens normaux pour contrôler les juges, mais vous auriez des vrais contrôles. Ça, tout le monde comprend à toute vitesse. Il n'y a pas besoin de leur faire un dessin. Les gens comprennent, percutent vite là-dessus. Et c'est un peu démago dans ma tête. Enfin, c'est pas démago au sens malhonnête, mais quand j'ai répondu à Attali qui me dit « Ah, vous êtes pour le tirage au sort du corps législatif ou des législateurs, c'est n'importe quoi, quoi. » Et quand je réponds non, et il faut que j'aille vite, et je lui réponds juste « Non, pas les législatifs, les chambres de contrôle. » Je choisis ça parce que je sais que c'est ce tirage au sort-là que les gens comprennent vite. Et je m'en veux parce que c'était le moment où dire quand même, parce que s'il y en a un qui peut le défendre, c'est moi, je défends que ça. Le tirage au sort qui compte, le plus important, c'est le troisième, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est celui qui rend possible tous les autres. C'est celui sans lequel aucun des autres ne sera possible, c'est le tirage au sort de l'Assemblée constituante. Et même si j'avais pas le temps de le défendre, au moins quand il m'en parle, si j'ai 1 minute, même pas si j'ai 1 minute, si j'ai 5 secondes, je dis non, pas prioritairement le législatif, mais surtout le tirage au sort de l'Assemblée constituante pour que ce soit plus les hommes au pouvoir qui créent les règles du pouvoir. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Je m'en veux. On verra sur un deuxième round. Je crois qu'il y a une question là. Il y avait déjà une question de ce côté. Comme ça vous repose un peu, sinon c'est toujours le choix qui parle, c'est chiant. Oui, Comment tu t'appelles? Gérard. Ça marche? Oui, ça marche. Je suis journaliste et d'un média associatif Libre Info 74, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est que en tant qu'observateur, là aujourd'hui vous êtes 300, et pourtant quand on assiste à des réunions politiques, de partis politiques, des fois c'est quoi? C'est 10, 15 personnes et autres. Alors, il y a la question qui se pose aujourd'hui, c'est que pour quelle raison il y a autant de monde aujourd'hui? C'est vrai que vous représentez quelqu'un qui vous parlez, et je pense que les gens attendent, se retrouvent dans ce que vous dites, c'est important. Il y a des grands témoins, il y a aussi, quand Pierre Rabhi fait une conférence, il y a aussi autant de monde. Il y a eu des personnes comme ça, comme Albert Jacquard ou d'autres, Friot, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nécessaire besoin que, au niveau des partis politiques, pourtant, comme vous dites, c'est bien eux qui ont en main l'avenir politique de la France et les élections. Donc il va y avoir de toute façon l'obstacle des élections. Donc c'est vrai que là, comment faire que ce mouvement politique puisse être suffisamment fort pour qu'il y ait une véritable présence politique dans notre pays à travers ce mouvement-là. Et puis, dernière chose, vous avez parlé de Patrick Vivray, c'est vrai qu'il y a un mot important qui n'a pas été prononcé, et pourtant, c'est un mot autogestion. Et c'est vrai que quand j'entends votre discours, c'est exactement ce qu'a été la volonté, à l'époque, de mettre en place cette démarche dite autogestionnaire. Et la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit, vous créez, vous construisez, mais il y a quand même des générations où il y a aussi des gens qui ont lutté, des militants, qui ont pratiqué ce que l'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une table rase, il y a un acquis, il y a des mémoires qui existent. Comment faire justement qu'on puisse s'imprégner de ces mémoires-là, et que les militants qui se retrouvent des fois un peu dans des lieux considérés comme non fréquentables comme des partis politiques, il y a des militants politiques qui ont une capacité à apporter des choses. Donc c'est vrai que les citoyens doivent pouvoir au contraire élargir au maximum, y compris par tous les pans de la société. Et voilà, c'est donc la question pour ma question, comment faire que ce mouvement puisse peser réellement sur l'avenir de la société, donc d'être un véritable mouvement politique. Pour vous donner une représentation concrète de la façon dont ça pourrait se passer, comme je le vois, je pense aux Tunisiens qui ont, l'année dernière,
dehors leurs tyrans. Donc c'était très dur, enfin, il a fallu, ils sont morts, ils se sont battus, ils se sont débarrassés d'un tyran. Et comme ils n'avaient pas fait d'atelier constituant dans les mois qui avaient précédé, ou les années qui avaient précédé, donc ils étaient comme nous en ce moment, comme tout le monde, quoi, hein. Ils ont fait 2 erreurs, comme tout le monde, avec les mêmes résultats, comme tout le monde. Ils ont élu leur assemblée constituante, et puis ils sont rentrés chez eux. Double erreur. Ils ont élu leur assemblée constituante, ils sont rentrés chez eux. Qu'est-ce qu'a fait l'assemblée constituante en Tunisie? Mais c'est partout pareil, il ne faut pas jeter la pierre aux constituants tunisiens. C'est juste la faute des Tunisiens de ne pas s'être entraînés à être constituants eux-mêmes, d'avoir démissionné une fois de plus, comme nous l'avons fait, nous, hein, on est tous pareils là. Il s'agit justement de sortir de ça. Et qu'est-ce qu'a fait l'assemblée constituante tunisienne? Elle s'est mise à déclarer le huis clos. Donc les Tunisiens, pendant 1 an, n'ont pas su ce qui se tramait là-dedans. Ils ne savaient que par des rumeurs, des bruits, c'était huis clos. Donc il n'était pas question d'interpeller les constituants. Les constituants se sont mis à l'écart de la société. Ils se sont doublés ou triplés leur salaire, je ne sais plus exactement. Ils se sont votés une immunité judiciaire. Et ils se sont mis à recevoir les banques en secret. Et ils ont même discuté sur le fait qu'il n'y aurait pas besoin de référendum, finalement. C'était trop compliqué techniquement de faire un référendum. À mon avis, si les Tunisiens avaient fait, là vous allez comprendre le lien, parce que j'imagine que nous allons nous insurger. Je ne fais pas un appel à l'insurrection, je pense qu'il y aura une insurrection, parce que dans l'histoire des hommes, il y a des insurrections partout dans le monde, à toutes les époques, tout le temps. Les humains passent leur temps à se révolter, enfin c'est une banalité. Nous, c'est vrai qu'à l'espace d'une vie, nous, on n'a pas vécu d'insurrection. Mais quand vous regardez un peu dans l'histoire, c'est tout le temps. Les humains se révoltent quand ça pète, quand ils en ont marre, quoi. Et donc, j'imagine les Tunisiens qui auraient quelques semaines, quelques mois, 1 an ou 2 avant, auraient fait des ateliers constituants pour s'entraîner à écrire eux-mêmes une alternative à la tyrannie qui vivait. Au moment où ça pète, juste au lendemain, ils auraient été prêts. Ils n'auraient pas accepté qu'on élise l'Assemblée constituante. Ils auraient été assez nombreux pour dire on n'élit pas l'Assemblée constituante, on va l'écrire nous, on s'en occupe nous. Et ça, s'ils avaient été assez nombreux, et c'est une condition, hein, il faut qu'ils soient nombreux. Si on n'est pas assez nombreux, si on n'est qu'une poignée, si on est 2000, même si on est 100 000 devant l'Assemblée nationale à dire non, non, il ne faut pas, ça ne suffira pas, il faut être plus nombreux. Comme en Égypte, il faut être aussi nombreux qu'en Égypte. En Égypte, c'était toute la population qui était dehors, vous vous souvenez l'année dernière? C'est toute la population qui était dans les rues. Là, je pense que l'armée ne tire pas. Là. Si tout le monde est dehors, avec une population qui en plus est polarisée sur une seule chose, de façon calme, déterminée, pas du tout turbulente, chaotique, calme, on veut écrire nous l'Assemblée constituante. Voilà, on veut, et puis il y a une marée humaine qui veut la même chose. On a réussi à polariser nos volontés sur un truc simple et radical qui prend notre mal à la racine. On veut instituer nous-mêmes notre puissance. Et en fait, dans les ateliers, on a apprivoisé cette mutation, cette aptitude. Et après ça, quand vous allez voir, quand on a découvert qu'en fait, on arrive tous pratiquement sur la même chose, hein, on arrive sur la séparation des pouvoirs, la reddition des comptes, les mandats courts non renouvelables, le référendum d'initiative populaire par 4, enfin vous arrivez, ça tient sur les doigts des 2 mains, il n'y a pas besoin, on tombe tous depuis Aristote, hein, on tombe tous sur les mêmes règles pour tenir les pouvoirs. Et à partir du moment où vous avez compris ça, moi j'ai pas besoin d'être dans l'Assemblée constituante, j'ai pas besoin du tout. J'ai juste besoin que ce soit pas Giscard d'Estaing qui écrive des règles pour lui-même. Voilà. Mais ça peut être vous, peu importe. Je sais bien que vous, juste parce que vous n'êtes pas en conflit d'intérêts. Vous n'êtes pas particulièrement honnête, j'ai pas besoin de ça, mais juste parce que vous n'êtes pas en conflit d'intérêts, vous écrirez une bien meilleure constitution, et elle ne sera pas parfaite. J'ai pas besoin qu'elle soit parfaite. Mais ce sera une bien meilleure constitution que si ce sont des hommes en conflit d'intérêts qui l'écrivent. Donc voilà comment ça, dans mon esprit, voilà comment ça va se passer, c'est-à-dire que c'est l'éducation populaire que je suggère, ultra contagieuse et très radicale sur un point précis, et pas sur 1000 trucs. Vous voyez, je me désintéresse pas du tout de la monnaie, j'ai passé des milliers d'heures sur la monnaie. Mais je dis, la monnaie, on ne reprendra notre souveraineté monétaire que si on écrit nous-mêmes la Constitution. Je ne me désintéresse pas de
la détresse au travail dans les conditions du capitalisme où le patron décide tout, le travailleur obéit de façon de plus en plus servile avec le chômage qui sert d'outil de terreur à l'extérieur, je m'en désintéresse pas du tout, je vois bien, je l'analyse, mais je sais bien qu'on ne réglera pas le problème par là. Il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution pour établir le rapport de force entre les travailleurs et les propriétaires à l'avantage des travailleurs. Ça veut dire que si on veut réécrire la Constitution, d'abord ce qu'on comprend, c'est qu'il faut une insurrection. Oui, oui, mais oui. Enfin, non, attendez, enfin, pas dans cet ordre-là. C'est Gérard. Gérard dit donc que si on veut prendre nos problèmes par l'angle de la Constituante, ça doit passer par une insurrection. Je réponds oui parce que je vois bien que c'est pas par l'élection. Si un candidat, imaginez que je me présente ou que quelqu'un qui me ressemble là, dans les blogs qui connaissent bien le sujet se présente et que ce soit contagieux, les gens vont vite comprendre et les sondages vont vite montrer que ce gars-là il va être élu quoi. Il est honnête, il prend le truc par le bon bout, il va être élu. Mais ce gars-là il va être assassiné, c'est tout quoi. Ils en ont assassiné pour moins que ça. Et donc ça marchera pas parce que il tue en face. Enfin, je sais bien qu'on vit une période de paix et qu'on n'est pas habitué à ces mots-là, mais si vous regardez la Commune de Paris, vous aviez à Paris une population, ils étaient des centaines de milliers dans les rues, on se sent invincible, des centaines de milliers, il faut se rendre compte que là, c'est très petit par rapport à des centaines de milliers, c'est beaucoup de monde, mais c'était pas du tout invincible, ils ont tiré dessus, ils ont tiré dans le tas pendant une semaine, ils ont tué pendant une semaine un bain de sang, enfin, littéralement. Donc, et je vois pas du tout pourquoi ils feraient pas ça aujourd'hui. Hein. Je veux dire, aujourd'hui ils le font pas parce qu'on leur fout la paix, parce qu'ils n'ont rien à craindre. Ils se sont mis à l'abri de tous les contrôles et donc ils n'ont rien à craindre de nous. Mais dès qu'ils vont avoir à craindre de nous, s'ils ont les moyens, ils vont tirer dans le tas. Et donc, ce que je suggère, c'est que c'est plus facile de tirer dans le tas d'une espèce de foule non polarisée qui part dans tous les sens comme des fourmis qui se sont pas mis d'accord sur l'essentiel. C'est plus facile de leur tirer dessus. À la Commune, vous savez, ils étaient chacun, il y avait dans toutes les rues, il y avait des barricades, et les Parisiens tenaient les barricades. Et quand les Versaillais sont arrivés, eux, ils avaient des militaires, ils se sont concentrés sur la première barricade, et puis ils ont commencé à massacrer la première rue. Et comme il n'y avait pas de chef, parce qu'ils étaient anarchistes, ils ne voulaient pas de chef, c'est sûrement une faiblesse, hein, parce qu'en cas de guerre, il faut qu'il y ait des chefs. C'est-à-dire que les sociétés anarchistes, elles sont sans chef en période de paix. Mais en période de guerre, les chefs indiens, ils prennent le pouvoir. Enfin, on leur donne le pouvoir parce qu'on a besoin d'un chef pour faire la guerre et pour se défendre. Et là, par la Commune de Paris, ils n'avaient pas compris ça, et donc il n'y avait pas de chef, et donc ils ne sont pas allés aider la barricade qui était en train de se faire massacrer, et ils se sont fait massacrer pendant une semaine, c'était l'une après l'autre. Et donc, il ne suffit pas qu'on soit très nombreux, il faut qu'on soit polarisé pour rester calme, et vraiment très nombreux. Il me semble que ça, alors, quelle prétention d'imaginer que l'idée que je défends est celle qui va polariser tout le monde et des millions de personnes. Ben, c'est pas une prétention, c'est que je me dis que sans ça, on n'y arrivera pas parce qu'on n'a rien. En face, regardez, ils ont tous les pouvoirs, ils ont l'argent, ils ont la création monétaire même. Ils ont non seulement l'argent, mais ils ont la création monétaire, ils ont le gouvernement, ils ont le parlement, ils ont les juges, les gardiens de prison, ils ont la culture, ils ont les informations, ils ont les journaux. Bah, laisse tomber, nous on n'a quoi, rien du tout, on est à poil. Donc si on ne trouve pas un truc plus malin qui fait de notre force et notre faiblesse pour l'instant, c'est parce qu'on est nombreux qu'on est bordélique, on part dans tous les sens. On est faible que si on n'est pas polarisé. Si on arrive à se polariser, il faut juste qu'on tombe d'accord sur l'idée. Si l'idée est une idée à la con, ça c'est vrai que c'est pas bien. Mais si on est d'accord et que l'idée c'est la bonne, il faut qu'on institue notre puissance prioritairement, qu'on arrête de se disputer, qu'on se focalise sur... Il faut instituer nous-mêmes notre puissance. Ce n'est pas les élus qui vont instituer notre puissance, ça n'arrivera jamais. La solution ne viendra pas des élus. Les élus, je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est des monstres. Je dis ça avec un peu de compassion, je les plains. Ça fait des gens qui se prennent pour des gens supérieurs alors qu'ils ne le sont pas et qui font notre malheur. Je pense que si nous nous polarisons sur instituer nous-mêmes notre puissance, on sort de ce piège à rats. Si on arrête de demander aux élus de faire des pétitions en demandant à nos maîtres d'être un peu moins durs,
si on sort de cette infantilisation en disant en adulte, on va écrire nous-mêmes le contrat social qui nous permet de garder le contrôle de nos représentants politiques, on a une idée nouvelle. Elle existe un peu chez Rousseau quand Rousseau dit il ne faut pas que le législateur écrive les lois. C'est chez Rousseau, mais c'est cryptique. On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas que le législateur écrive les lois. Ça paraît une contradiction. On dirait qu'il y a une coquille, une faute d'impression. Alors, c'est pas de traduction parce qu'il écrivait français, mais on se dit il avait bu un truc, il n'était pas clair. Pourquoi il dit il ne faut pas que le législateur? C'est parce qu'à l'époque, législateur avec un grand L, ça voulait dire constituant. C'est celui qui écrit la Constitution, celui qui écrit Alors là, on comprend que Rousseau est en train de dire il ne faut pas que ce soit le même qui écrive la Constitution et qui écrive les lois, il ne faut pas que ce soit les députés qui écrivent la Constitution. L'idée, elle était chez Rousseau. Un tout petit bout du... Le problème, c'est que cette idée-là, on la trouve aussi chez Thomas Paine, on la trouve chez les constitutionnalistes, un peu. Mais le problème, c'est que c'est toujours un peu, et c'est perdu dans un océan d'autres considérations, et ça ne nous permet pas de nous focaliser. Je suggère que nous voyons ce point-là comme étant le moment où nous démissionnons, ou pas, de notre pouvoir constituant, c'est le moment où toutes nos impuissances et donc toutes les injustices sont ensuite rendues possibles. Alors que si nous nous disions « Non mais attends, c'est super important, c'est ce moment-là où il faut qu'on institue notre puissance, et puis après ça, on va écrire une constitution dans laquelle on garde le contrôle de la constitution. » C'est-à-dire, on va écrire, il faudra un atelier sur le Conseil constitutionnel, il faudra un atelier sur la révision de la constitution, comment on peut la changer quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Si on s'occupe de ça, on change absolument tout. Même si la Constitution n'est pas parfaite, on change absolument tout. On rend possible un projet de société qui est non capitaliste. Il me reste 10 minutes, c'est ça? Il faut que je fasse vite. Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Il y en a même deux. Bon, allez, les questions. Est-ce que vous avez des exemples? C'est quoi ton prénom? Il y a des feuilles qui circulent parmi vous, qui ont pour but... Pardon. Ah, mais c'était pour le micro, oui, d'accord. Il faudrait attendre d'avoir le micro qui sert de bâton de parole. Et Jacques profitait de la proximité. Avant de passer la parole à la prochaine personne qui était là, voilà, monsieur, parce que ça on fait dans l'ordre, oui, absolument. Des mains qui se lèvent. Je signale donc qu'il y a 4 feuilles qui circulent pour ceux qui souhaiteraient être invités aux ateliers constituants qu'on va lancer à partir de la semaine prochaine. Pas ceux là qu'on fait maintenant, ben vous êtes là, vous les faites si vous voulez les faire, mais à partir de la semaine prochaine et des mois qui viennent, si vous voulez être invité à ces ateliers, vous mettez vos coordonnées et vous recevrez une invitation, tel jour, tel endroit. On va faire un atelier. Je vais rebondir là-dessus avant la question parce que c'est super important, j'ai peur d'oublier. Écoutez bien ça. Si vous trouvez l'idée intéressante, vous dites tiens, c'est bien ce qu'il dit ce mec-là, mais que vous ne faites rien derrière, c'est une idée à la con. Ça ne marchera pas. Voilà. C'était une idée qui était belle, mais qui n'est pas efficiente. Cette idée, elle aura de sens, elle va fonctionner que si vous faites des ateliers constituants. Puis pas tous les mois, hein, comme un feignant, parce que tous les mois, vous ne vous transformerez pas, ça ne va pas suffire. Il faut que vous soyez contagieux, en plus, il faut que vous emmeniez vos voisins, il faut arriver à emporter votre enfant, ou un de vos parents. Il faut emmener avec vous des gens qui sont pour l'instant complètement endormis, comme vous étiez, comme nous étions tous il y a 10 ans. Pensez bien que le dernier qui a cette feuille puisse bien le remettre à la table et qu'on puisse vous l'envoyer. Et si vous n'êtes capable de vous déplacer que quand il y a... je vais dire star, c'est chiant que je suis en train de devenir une star. C'est vraiment pas bien, quoi. C'est pas bien parce que c'est juste le contraire de l'idée, quoi. C'est-à-dire que quand je viens, il y a plein de monde, et après ça, vous n'êtes pas foutu de vous retrouver tout seul. Ça, c'est déconnant. C'est déconnant, ce truc-là. Cette idée-là, enfin, faut que vous m'entendiez en adulte, quoi. En adulte, ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de vous débrouiller tout seul, avec votre bande de copains à vous. Et de vous approprier l'idée, et de plus avoir du tout besoin, ni de moi, ni d'autres. Enfin, je veux dire, on peut rester en contact parce que ça donne de la force de savoir qu'on est nombreux, ça va nous aider, ça nous aide à être mobilisés. Quand il y en a qui perdent le moral, ben, il y en a d'autres qui l'ont, et puis on se soutient mutuellement. Ok, mais il faut absolument que vous soyez capable plusieurs fois par semaine. Mais oui, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Mais si vous avez le temps, regardez combien de temps vous regardez la télé. Ouais, je sais qu'il y en a moins qui regardent la télé ici qu'ailleurs d'habitude, mais je la connais la moyenne. Hein. La moyenne de télé par jour et par personne, c'est 3h45. C'était 3h30, c'est passé à 3h45 de moyenne. Et moi, je ne la regarde pas, donc il y en a un autre qui la regarde 7 heures. Donc, je suis sûr que vous la regardez un peu, vous la regardez beaucoup trop. Il faut éteindre totalement votre télé.
faut les éteindre. Et là, vous gagnez 1 heure par jour. Mais 1 heure par jour, c'est formidable. Si vous faites 1 heure par jour d'atelier constituant, mais vous allez devenir le salut de la République. Hein. Vous allez devenir un héros. Je dis ça, c'est pas du tout une flagornerie, je le pense vraiment. C'est-à-dire que ceux qui vont... Juste un tout petit mot. Est-ce qu'on pourrait passer aux questions? Oui, voilà. Yves, c'est pas une question, c'est une brève remarque. Les chambres de contrôle, elles existent. Les conseils municipaux sont publics. Et toutes les fois où je suis assisté à des conseils municipaux, il n'y avait pas grand monde. Alors, oui, mais c'est parce qu'il faut se taire. On n'a pas le droit de parler. Un conseil municipal à huis clos par la force des choses et un conseil municipal avec plein de gens qui scrutent, c'est 2 choses différentes. Il suffit qu'il y ait du monde et en face, les élus, ils ne se tiennent pas de la même manière, je vous l'assure. C'est vrai. Hein? Si. Et puis à propos de la Tunisie, que je connais bien, un quart de siècle de terrorisme absolu avait détruit complètement toute citoyenneté et ils ne pouvaient pas s'en sortir tout seuls, à mon avis. Oui, mais tu sais, il se passe la même chose dans les sociétés comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on est éteint et on est habitué à démissionner du processus constituant. C'est vrai, hein, tu as raison, il y a une circonstance aggravante en Tunisie, mais c'est un bon symptôme, c'est un bon exemple, parce qu'on ressemble, hein, on n'est pas du tout différents. Hein. Si aujourd'hui il y avait une insurrection, si on demandait aux gens, ils ne diraient pas il faut tirer au sort l'Assemblée constituante, hein, on n'est pas prêt. Les gens diraient il faut élire l'Assemblée constituante. Parmi quels candidats? Les candidats présentés par les partis. Et donc vous allez avoir les Hollande et compagnie qui vont écrire la Constitution. J'ai juste perdu d'avance, quoi. Il ne se passera rien si... Et donc on est exactement dans le même état, je pense. Sur le point sur lequel j'attire votre attention, on est dans le même état que les Tunisiens. Une autre question par ici. Oui, Bernard. Ce n'est pas une question, c'est une petite proposition. Tout collectif, quelle que soit son échelle, a besoin de bonnes règles pour fonctionner. Et le problème, c'est d'écrire des bonnes règles. Des bonnes règles qui empêchent toute dérive, quel que soit qui soit élu, désigné. Alors, pour cela, je propose que on va partir de quelque chose qui a bien fonctionné, et puis qui est un peu mythique, c'est les cahiers de doléances écrits par le tiers-État. Alors, je propose que, à partir des ateliers constituants, partent des textes de constitution, des textes constitutionnels, qui aboutissent sur un site central, hein, au français, et qu'à partir de là, qu'il y ait une finalisation de l'écriture, et qu'on l'on demande, et qu'à partir des prochaines élections, il y ait un groupe, on ne va pas dire un parti, un mouvement, qui se positionne à partir de ce texte, qui le présente, quelles que soient les élections, qui le présente à la population. Et je pense que là, il y aurait, je pense qu'il aurait un écho très fort, et qu'à partir de là, il deviendrait incontournable. Voilà ma petite proposition. Alors, c'est l'occasion pour moi de préciser un truc super important. Super important. Dans cette démarche d'autonomisation des électeurs qui se transforment en constituants, qui deviennent adultes. Dans cette démarche, ce qui compte, à mon avis, ce qui compte par-dessus tout, c'est notre transformation intime en nous-mêmes, le fait que nous devenions adultes, le fait que nous mettions à y croire et à le faire. C'est pas du tout la Constitution qu'on va écrire. Ce qui compte, c'est pas le texte que vous allez écrire, c'est vous en train de vous transformer. Alors, je dis pas non sur votre idée, mais votre idée, elle me fait penser à cette... Ça, c'est une dérive, il ne faut pas fétichiser ce texte. Ce texte que, même si on est 1 million à l'écrire, les 39 autres millions, ils vont le prendre comme un corps étranger, et ils vont le refuser parce que c'est pas eux qui l'ont écrit. Il est essentiel, je crois, pour que le corps social l'accepte comme quelque chose qui va être sa loi, qu'il a écrit lui-même, mais que chacune des personnes qui ne sont pas encore dans le processus y soit. Et donc ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est comment on fait pour être constituant. Et bien sûr, ça va être passionnant de voir les articles de constitution et quelle constitution.
je ne dis pas que la Constitution est sans importance, je ne dis pas que ce qu'on va écrire est sans importance, je dis que c'est très important qu'on n'en fasse pas l'objectif. Alors, vous avez raison, il nous faut un site central qui nous permette de voir ce qui se fait ailleurs pour nous donner des idées, pour nous rendre de plus en plus pointus, de plus en plus affûtés sur les possibles. Ah oui, tiens, c'est vrai qu'on pourrait faire comme ça, c'est une vachement bonne idée. Ça y est, on l'a intégré, c'est une pièce de plus dans notre puzzle. Ok. Mais le danger serait de dire, vous voyez, ce serait de devenir une élite. Voilà. Les gens qui se sont réveillés en premier deviendraient une élite qui aurait pris de l'avance sur les autres et qui serait plus compétent que les autres et qui écrirait la constitution parfaite qui s'imposerait aux autres. Mais non, on n'y est pas du tout là. À mon avis, enfin, si le truc tourne comme ça ne peut pas marcher. La liste avant que tout le monde parte. Je fais vite, je n'ouvre pas les parenthèses. Sur chaque parenthèse, je peux parler une heure, donc je vous donne juste la liste. Parmi les sujets d'atelier constituant, il y a donc les modes de scrutin, donc tout ce qui concerne le corps législatif, comment désignons-nous notre corps législatif, comment on le contrôle, quel domaine on lui donne, si on lui donne des domaines. Le type de mandat, est-ce que c'est mandat impératif, mandat non impératif, est-ce que c'est des mandats courts, non renouvelables? Vous n'êtes pas obligé d'accumuler toutes les limites, vous n'êtes pas obligé, parce qu'on vient de se faire violer pendant 200 ans, on n'est pas obligé, alors on va avoir tendance à rajouter beaucoup de contre-pouvoirs. Il ne faut pas non plus en mettre trop, si vous en mettez trop, vous allez rendre le système non fonctionnel. Si vous avez mis un certain nombre de contrôles, vous n'êtes pas obligé de les mettre tous. Sujet essentiel, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, multiplié par 4. Le référendum d'initiative citoyenne législatif pour imposer une loi à nos législateurs qui n'en veulent pas. Abrogatoire, pour abroger une loi que nos législateurs veulent nous imposer, mais nous, on n'en veut pas. Référendum révocatoire pour virer quelqu'un qu'on trouve nul et qui, finalement, dont on ne veut plus. Et référendum constituant pour changer la Constitution quand on trouve que quelque chose ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment 4 discussions en une, absolument passionnantes. Reddition des comptes, comment est-ce qu'on va organiser la reddition des comptes, à quel délai, quel rythme, quelles conditions, devant quelle chambre? Est-ce que c'est les chambres tirées au sort qui vont voir les comptes rendus par les représentants élus ou tirés au sort? Reddition des comptes. Ça, c'est un vrai beau chantier. Hein. Comment est-ce qu'on va faire pour garder le contrôle? Révocabilité des élus. J'avais noté inéligibilité à vie des condamnés pour mensonge ou corruption. Ça, c'est un vrai sujet en soi. Si vous ne l'écrivez pas dans la Constitution, vous risquez de jamais l'avoir appliqué. La monnaie. Quel type de monnaie? Et ça, c'est pas dans la Constitution, c'est une folie. C'est une folie, mais qui n'est pas un hasard. Je pense que si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, bien sûr que nous écririons que la monnaie doit être publique, permanente, et gratuite, évidemment, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui. Et évidemment, toutes les banques seraient publiques ou pas, et créer une banque privée serait un crime contre l'humanité, probablement. Enfin, si nous l'écrivions nous-mêmes, sûrement on ferait des banquiers des ennemis du peuple. Les médias. Qu'est-ce qu'on fait des médias? Est-ce qu'on prévoit des médias publics et libres, hein, comme aujourd'hui, si un enfant veut être juge, ben, il fait des études pour être juge, et puis il peut être juge, et il sera non contrôlé. C'est-à-dire que c'est nous qui le payons, mais on ne met pas notre affaire, on ne met pas notre nez dans ses affaires. Il est indépendant, il fait ce qu'il veut. On pourrait faire pareil avec les journalistes. Les journalistes seraient publics, mais avec l'autonomie des juges. La justice doit rendre compte. Et la justice doit rendre des comptes. Donc effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, on ne l'avait pas noté, mais les chambres de contrôle, il y a tous les pouvoirs, les 5 pouvoirs. Donc, chambre de contrôle du législatif, chambre de contrôle de l'exécutif, chambre de contrôle des juges, et chambre de contrôle de la création monétaire, des banques, et des médias. Si vous n'avez pas de papier, vous allez oublier. Hein. Et sujet absolument essentiel, l'article qui dit comment on révise la Constitution. Est-ce qu'on s'oblige nous-mêmes à réviser la Constitution tous les 5 ans? Pensez aux enfants qui arrivent, qui deviennent adultes, et qui n'ont pas signé ce truc, et qui n'est pas légitime d'assujettir à un texte auquel ils n'ont pas consenti. Donc à vous de réfléchir tous les combien on remet sur le chantier l'ouvrage de la Constitution, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Le Conseil constitutionnel, c'est l'application de la Constitution. La Constitution va faire l'objet de toutes les tentatives de corruption, de détournement, et donc il va falloir qu'on la protège nous-mêmes, probablement les armes à la main. Enfin, en tout cas, il va falloir qu'on soit nous-mêmes les garants de la Constitution qu'on a écrite. Et donc, par quel mécanisme, par quelle institution allons-nous
vérifier que la Constitution est respectée et punir les acteurs qui ne la respectent pas. Donc il nous faut un Conseil constitutionnel avec une puissance. Quelle puissance lui donne-t-on? La puissance d'ester en justice, et c'est des juges qui vont condamner ceux que le Conseil constitutionnel aura invalidés. À vous de réfléchir, quel pouvoir donnez-vous au Conseil constitutionnel et comment le protégez-vous des professionnels de la politique? Limitation de la propriété et en maximum et en minimum, donc revenu de base et ou salaire à vie de Friot, je ne développe pas. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'oublie la police tirée au sort ou l'armée tirée au sort, mais bon, ça je vous laisse. Il y a sûrement des sujets qui vous viendront à l'esprit et que j'aurais pas évoqué ou même auxquels j'aurais jamais pensé, qui ça m'intéresse au plus haut point. Donc vous pouvez rajouter vous des... Ah oui, on a trouvé, c'était qui avait trouvé ça? C'est Yves qui avait dit ça ce matin. Yves qui ce matin, qui vous a dit un mot là tout à l'heure pour vous parler des conseils municipaux et de je sais plus quoi. De la Tunisie. Yves, il vient du Vietnam et il nous a suggéré un truc super. C'est peut-être un peu une provocation parce que ça paraît dérisoire par rapport à tout le reste, mais il suggérait que toutes les assemblées, et on pourrait l'écrire dans la Constitution, toutes les assemblées doivent se dérouler dans les jardins. Dans la nature. Je vous laisse y réfléchir. Il faut réfléchir à la façon, aux institutions qui nous permettraient de nous réunir. L'obligation qui serait faite aux acteurs de donner en masse des lieux de réunion. Alors que le prince a peur de nos réunions. Depuis toujours, les princes et ceux qui nous gouvernent ont peur que nous nous réunissions. Ce genre d'assemblée, là, les élus en ont peur. Et quand ça devient grand, ils en ont de plus en plus peur. Or, nous avons besoin de ça pour être adultes politiquement. Donc il faut que dans la Constitution, on ait une garantie d'avoir des lieux de réunion. Voilà, je m'arrête. Merci d'être là. J'ai oublié de vous dire qu'il vaut mieux pas applaudir, parce que quand on applaudit, les gens qu'on applaudit se transforment aussi.